Younes, alias Younivers, c'est un véritable ovni. En seulement 3 ans, il s'est hissé dans le top 24 des Français les plus rapides sur 100 mètres. Une ascension éclair dans un sport où chaque milliseconde compte. Mais Younes, c'est pas juste un athlète, c'est aussi un créateur de contenu bien implanté. Sur Instagram, il partage sa passion du sport quotidiennement, avec la prouesse d'avoir réussi à faire ça en parallèle du reste, alors qu'il fait tout lui-même. Dans cet épisode, on va parler du parcours impressionnant de Younes, mais aussi du milieu difficile des créateurs sportifs dont il fait partie. On va rentrer dans le détail de comment les athlètes de haut niveau peuvent développer leur carrière grâce aux réseaux sociaux, voire même parfois survivre grâce à eux. Younivers sur Solocrea, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur Solocrea, le podcast dans lequel on explore les métiers des réseaux et de la création de contenu. Younes, tu es créateur sportif de haut niveau. Alors je sais pas comment tu te définis, tu vas me l'expliquer. Est-ce que tu te définis d'abord en tant que sportif de haut niveau, en tant qu'athlète, ou plutôt en tant que créateur? En tout cas ici, voilà, je te reçois pour qu'on parle évidemment de tes comptes Instagram. Tu en as 3. Ton compte un peu perso, on va dire Younivers, voilà, que tu vas expliquer, sur lequel tu poursuis une quête en ce moment, très honorable. Ton média Sprint Nation et un compte que tu as appelé Climato Sportif, qui est une asso. Donc tu charbonnes quand même bien les réseaux. Donc c'est 3 comptes Instagram. Je ne crois pas que tu sois présent ailleurs, mais avec 3 comptes, tu as déjà de quoi faire. Donc bienvenue déjà. Merci. Je suis très content de te recevoir. T'as des posts qui ont très bien marché avec notamment des posts qui ont fait des millions de vues, peut-être même plus de 10 millions de vues sur certains, notamment sur ton compte Sprint Nation, sur ton média. Je te propose de te présenter avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet. On va parler plein de choses de sport, mais aussi des réseaux, évidemment. Est-ce que tu peux m'expliquer qui tu es, Younes? Voilà, je te lance dedans comme ça. Cool. Non, merci beaucoup pour l'invitation déjà, Adam, dans ce podcast que j'ai bien écouté en plus. J'ai écouté les précédents épisodes, c'est trop cool. Donc moi, je m'appelle effectivement Younes, Younivers sur les réseaux sociaux. Je me définis en tant qu'athlète et ingénieur aussi, parce que ça prend aussi une grosse partie de ma vie. J'ai oublié. Et créatif surtout. Je pense que du coup, on a la bonne enseigne, parce que du coup, j'aime aussi bien dans mon côté ingénieur et côté athlète, exercer ma créativité au quotidien. Et effectivement, une partie de cette créativité s'exprime sur notamment Instagram, avec mes 2 comptes Sprint Nation et Younivers, que j'ai créé il y a à peu près on aura l'occasion d'en discuter. Et effectivement, Climato Sportif, qui est du coup une asso où on est plusieurs dedans à gérer ça, et qu'on a créé ça il y a 1 an aussi. Donc voilà, je sais pas si ça répond à tes questions, mais c'est très très clair. Globalement... Explique-moi justement quand est-ce que tu as commencé un peu tes différents comptes et les réseaux de manière générale. Alors, les réseaux, faut remonter à très longtemps, parce que je faisais des vidéos YouTube à l'époque. Je crois que ma première vidéo YouTube, elle date de 2010. Je faisais des gameplays commentés sur des jeux vidéo. Donc ça date un petit peu. Mais où je me suis vraiment mis à fond, je dirais, il y a 1 an. Donc du coup, en 2024, où j'ai vraiment décidé de me mettre à fond sur mon compte perso, Instagram, Younivers, et le média Sprint Nation que j'ai créé au même moment, en fait. Je dirais que ça fait 1 an que je suis vraiment à fond dans la création de contenu. Ouais, c'est méga récent. Au moment où on tourne, voilà, on est fin mars du coup 2025. Et ouais, t'as déjà, enfin du coup en cumulé, t'as plus de 60 000 abonnés quoi sur les 2 comptes du coup Sprint Nation, Younivers. Et en vrai, en 1 an et sur Insta, pour m'être moi-même lancé il y a très peu de temps, je me rends compte du niveau de difficulté, surtout en étant athlète de haut niveau à côté et ingé. Comment est-ce que tu gères du coup ces 3 parties-là de ta vie, donc ingénieur, créateur et athlète de haut niveau en même temps? Bonne question. Alors c'est une affaire du quotidien, j'ai envie de te dire. Ça va dépendre aussi des actualités, que ce soit sur la partie création de contenu, la partie sport et la partie ingé. Forcément, il y a des semaines qui sont plus denses l'un et l'autre. J'avais bien aimé un des podcasts de Solocrea d'ailleurs, parce que je fonctionne un peu pareil. C'était la fille qui disait, elle avait un jour elle était CEO, un jour elle s'occupait de la partie paperasse, un jour la partie création de contenu. Et moi, j'ai un peu ce truc-là. Sauf que moi, j'ai une casquette qui est là tous les jours, c'est la casquette athlète. Parce que je dois m'entraîner quasiment tous les jours, quoi. Donc ça, pour le coup, je fonctionne plutôt à la demi-journée, en fait, moi. Elle, c'était à la journée, moi, c'est plus à la demi-journée. Après, pour la partie Sprint Nation, maintenant que c'est en place, c'est différent, dans le sens où je vais réagir plutôt à l'actualité. Il va y avoir, je sais pas, par exemple, le week-end dernier, il y avait les championnats du monde en salle d'athlétisme. Donc forcément, pendant ce week-end-là, je vais être particulièrement actif avec ma casquette de média, parce qu'il va falloir couvrir l'événement, discuter avec les athlètes français pour recueillir ce qui se passe, les actualités, s'il y a un blessé, si un tel passe en demi-finale, que en fait il y a eu le record mondial féminin sur le 60 mètres, ou j'en sais rien. Donc forcément, ça va dépendre des actualités du moment, j'ai envie de te dire. Mais quand même, la casquette athlète qui prend quand même beaucoup de place, que ce soit sur la partie récupération, le soir, les routines de matin, la diète, tout ce qui va avec, quoi. Donc ça prend beaucoup de place. Ouais. Bien sûr, ouais, parce que pardon, mais en fait, j'ai même pas précisé. Mais parce que là, avec ce que tu viens de dire, on dirait que tu es journaliste sport, mais en fait non.
Le type est top 30 athlète en fait France, si je me trompe pas, c'est ça, sur le 100 mètres. Sur le 100 mètres, donc en athlétisme. Top 30, c'est, alors je sais pas combien il y a de pratiquants dans cette discipline-là spécifiquement sur le 100 mètres, mais le top 30, je sais qu'en tout cas, il est, pour avoir fait un peu de sprint moi-même, je sais qu'il faut aller le chercher. Et t'as commencé l'athlétisme il y a quoi, il y a 3 ans, quelque chose comme ça? En avril 2022, j'ai pris ma licence, ouais, exactement. Voilà, donc en fait, voilà, ça dégoûte. Le mec perf trop vite dans tout ce qu'il lance et en parallèle en même temps. Après, j'avais un background de sportif de haut niveau, je le rappelle à chaque fois, mais j'ai quand même fait 10 ans de judo avant ça. Après, j'ai fait de la salle et tout, mais je partais pas de zéro, entre guillemets, en termes de base sportive, quoi. Mais oui, effectivement. Ouais. T'as fait du haut niveau en judo pendant combien d'années, du coup? Enfin, t'as commencé très jeune, j'imagine. Là, t'as quel âge, pour rappeler? J'ai 27 ans. Là, j'ai 27 ans aujourd'hui. Moi, j'ai commencé le judo, j'avais à peu près 8-9 ans, à peu près, et j'en ai fait jusqu'à mes 19 ans, 20 ans, à peu près, vraiment à fond. J'étais même dans un lycée de sport-études à un moment, donc c'était vraiment mon sport principal où je me donnais vraiment à fond. Après ça, je me suis concentré un petit peu sur les études, mais j'ai mis, je faisais quand même du sport, mais t'as vu la salle, voilà, entretien, on va dire. Et c'est en avril 2022 où je me suis dit, j'ai ce petit goût d'inachevé où j'ai envie de me lancer vraiment un gros défi sportif. Et c'est à ce moment-là que je découvre le 100 mètres, entre autres, en regardant les JO de Tokyo en 2021. Je trouve ça fascinant que tu arrives à gérer tout ça en même temps. Pour parler justement des réseaux, maintenant, qu'est-ce qui a fait du coup que tu as voulu te relancer? Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté en premier lieu? Parce que tu m'as dit que tu avais déjà un peu tâté ça il y a 15 ans, enfin du coup tu étais jeune, mais je veux dire, ça t'attirait j'imagine, mais qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté ensuite et que tu as voulu reprendre? Alors, si tu veux, si je sois 100% honnête, moi à la base les réseaux sociaux ça me faisait peur. Je trouvais, en fait ça me faisait peur. Je crois que j'ai créé Instagram en 2021, un truc comme ça, et j'avais créé un compte Facebook, mais uniquement pour la fac. Pour mon école, avoir tu sais les actus de l'école et tout, mais genre j'étais en anonyme et tout, j'étais vraiment en mode ghost parce que je me suis dit si tu laisses tes infos sur internet, derrière c'est à vie quoi. Et du coup moi ce truc là me faisait hyper peur, donc je publiais jamais de photos, j'étais en anonyme, je mettais même pas mon nom de famille, je mettais juste Younes avec un N, tu vois, genre en gros vraiment anonyme, pas de photos de profil et tout. Et Pépé Manga. Ouais, moi j'étais à la Pépé Manga, c'était moi. C'est lui. C'était moi, Pépé Manga, avec Silver D. Rayleigh, pour ceux qui ont la ref, dans One Piece, bref. Et du coup, ouais, donc moi, j'étais pas du tout à fond dans les réseaux, même pas du tout, ça me faisait peur. Et c'est vraiment du jour au lendemain où je me suis dit, en fait, allez, go se lancer pour plein de raisons, peut-être qu'on en discutera. Mais ouais, maintenant, je suis assez, on va dire, libéré de ça sur les réseaux. Et maintenant, je suis hyper à l'aise. Alors forcément, je partage pas ma vie privée non plus. Je partage ce que j'ai envie de partager. Mais aujourd'hui, ouais, je suis beaucoup plus ouvert vis-à-vis des réseaux sociaux. Je me souviens plus de ta question, Adam. Ouais, en fait, c'est ça que je voulais souligner, c'est que tu es passé d'une extrême à l'autre. Tu as arrêté pour cette raison-là. Et aujourd'hui, tu montres, donc certes pas ta vie privée, mais tu montres ta tête. Enfin, littéralement, chacun de tes posts sur Univers, c'est toi, ton corps, tes perfs. Est-ce que du coup, tu peux expliquer ce que tu partages sur Univers et la quête, du coup, c'est très shonen. Tu as parlé de Riley dans One Piece. Rêve de roi, évidemment, mais donc du coup, c'est quoi un peu la référence par rapport à ton compte et la quête que tu poursuis dessus? Ouais, alors aujourd'hui, j'ai vraiment distingué, on va se focus du coup sur Sprint Nation et Univers, j'ai vraiment scindé les deux activités. Avant, je faisais beaucoup de collabs où je faisais des posts, où je mêlais les deux comptes. Maintenant, j'ai vraiment séparé, où en fait, on a d'un côté, effectivement, Univers, où je raconte un peu ma vie. Donc, je parle pas uniquement que d'athlétisme, mais on va dire ça tourne quand même autour de ma carrière d'athlète, où en fait, je partage un road to. En fait, mon objectif, on va dire mon fil rouge, c'est de faire les Jeux Olympiques un jour. Et en fait, je partage un peu le quotidien de quelqu'un qui veut faire les Jeux Olympiques un jour. Donc forcément, tu as des objectifs intermédiaires. Là, par exemple, là, mon objectif, ça va être, je sais pas quand est-ce que sera diffusé le podcast, peut-être que je l'aurai atteint, je sais pas. Mais du coup, là, l'objectif de cette année, en tout cas, c'est de rentrer dans le top 24 français, donc à horizon août 2025. Donc là actuellement il reste encore quelques places et en fait je partage vraiment tout, c'est-à-dire je partage mes blessures, je partage ce que je mange, je partage aussi les hauts, les bas, je partage les leçons que j'apprends aussi via le sport, la résilience, je partage aussi les updates sur mon classement, parfois ça monte, parfois ça descend, je partage mes courses, je partage vraiment un peu tout quoi. Donc ça c'est vraiment ce que je fais sur Univers. Et sur Sprint Nation du coup c'est un média dans lequel je trouvais que ça manquait, en tout cas le sprint manquait cruellement de visibilité en France, même dans le monde en vrai. Et pourtant, quand j'ai découvert le sprint, j'ai découvert des personnalités incroyables qui se battaient au quotidien contre eux-mêmes de manière complètement désintéressée et qui s'entraînaient 5-6 fois par semaine. Moi, je connais aucun sport en France où les gens s'entraînent 5-6 fois par semaine pour 0 €. Enfin, normalement, tu t'entraînes 2 fois, 3 fois max, tu vois.
les athlètes, ils s'entraînent des fois 7 fois par semaine et de manière complètement désintéressée. Enfin, moi, ça m'a fasciné. Et du coup, je me suis dit, non, mais il faut mettre en lumière ces gens-là. Et du coup, Sprint Nation, l'objectif, c'était vraiment ça. C'était de mettre en lumière l'athlète, le sprint et les athlètes français en France et à l'international. Parce que du coup, je communique principalement en anglais. Mais voilà, donc c'est vraiment ça la mission du compte Univers et la mission du compte Sprint Nation. Les deux, c'est un peu de l'éducatif, on va dire aussi. Sauf que ton compte perso est ciblé vraiment sur ton expérience et ta progression à toi. Donc avec cet objectif du top 24, comme tu le disais, là où le média, donc Sprint Nation, couvre le sport et la discipline en général. Est-ce que tu restes concentré sur l'athlétisme ou le sprint spécifiquement, ou est-ce que tu essayes de sortir un peu de ce cadre-là? Enfin, c'est qui ta cible exactement? Parce qu'on pourrait se dire que c'est une niche, tu vois, les gens intéressés par le sprint. Bonne question. Alors, sur Sprint Nation, forcément, ça va intéresser ceux qui aiment regarder l'athlétisme, parce qu'en fait, il n'y a pas forcément que les licenciés qui aiment. Parfois, tu regardes les JO tous les 4 ans, tout le monde regarde le 100 mètres. Je crois que le 100 mètres, c'est la discipline, le moment sportif le plus vu internationalement, genre plus haut que la finale du Super Bowl. La finale du 100 mètres masculin, c'est vraiment le moment où il y a le plus de vues au monde en termes d'audience, je parle. Tout sport confondu. Tout sport confondu. Je savais pas, ok. Donc, le 100 mètres intéresse les gens. Et moi, ça m'a toujours d'ailleurs questionné sur pourquoi on s'y intéresse une fois tous les 4 ans. Alors, peut-être que le fait que ce soit une fois tous les 4 ans, ça rend le truc un peu exclusif, inédit, hype. Mais en fait, le 100 mètres, c'est intéressant toute l'année, en fait. C'est pas une fois que tous les 4 ans. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire, là, au moins, vous avez une page et vous allez être tenu au courant des mecs et les meufs les plus rapides de France, du rapide du monde, de ce qui se passe un peu. Parce qu'au collège, tout le monde connaissait le mec le plus rapide du collège. Enfin, tu vois, aujourd'hui, je vais dans la rue, je demande à quelqu'un de me citer l'homme le plus rapide ou la femme la plus rapide de France, c'est impossible. Alors qu'au collège, tout le monde connaissait le mec le plus rapide de France, enfin de ton collège. Donc là, c'est vraiment cette portée-là. Et sur l'univers, franchement, j'ai un peu de tout. J'ai des footeux qui me suivent, des gens qui font du basket, des gens qui font du crossfit, des gens qui veulent se mettre au sport. Ça aussi, d'ailleurs, j'aime beaucoup aussi des gens qui commencent le sport grâce à moi. Je trouve ça hyper gratifiant pour moi. Mais ouais, amoureux du sport, mais amoureux en vrai, même parfois, il y a des gens, ils sont peintres, ils me suivent parce qu'ils se disent, en fait, je trouve qu'il y a pas mal de parallèles à faire entre ta pratique et ma pratique au niveau des détails, de la résilience, ajustement. Donc, en fait, tous ceux qui ont des objectifs dans la vie, ils peuvent se plaire, entre guillemets, dans la page d'univers. En tout cas, moi, dans mon ton, j'essaye vraiment d'être le plus inclusif possible et de parler à un maximum de personnes et pas uniquement les gens de l'athlète, quoi. Ouais, tu fais souvent, on illustrera à l'écran, mais sur ton compte Univers notamment, l'esprit est très shonen, comme je le disais. En fait, ça s'applique à n'importe quelle discipline, n'importe quel objectif qu'on peut avoir dans la vie, par le prisme, on va dire, de tes blessures. Tu parles beaucoup de résilience, justement. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qui est aussi dur dans cette discipline spécifique qui est le 100 mètres? Parce que là, tu dis que ton objectif de cette année, c'est de gagner 6 places. Finalement, tu es top 30, tu veux passer donc top 24. Pourquoi ça semble si difficile? Pourquoi il faut 1 an pour atteindre un objectif? Ça me semble évident pour les gens, mais dans les détails. Non, c'est une très bonne question. Pourquoi l'athlétisme est le sport le plus dur du monde? C'est pour moi en tout cas. La première chose, c'est déjà, ça demande énormément d'efforts au quotidien. Parce que c'est un sport de détail, c'est un peu comme des Formule 1, donc tu travailles le moteur pièce par pièce. Il faut s'entraîner plus que dans d'autres sports, je trouve en tout cas. La deuxième chose, c'est que tu vas pouvoir certaines fois t'entraîner pendant 3 ans, 4 ans sans progresser. Il y a des personnes que je connais qui n'ont pas battu leur record pendant 6 ans. Donc imagine t'entraîner sans de résultats. Tu te dis, dans n'importe quelle discipline au monde, tu mets 1000 heures, tu progresses. Dans l'athlète, tu peux mettre 1000 heures et ne pas progresser. Et ça, je trouve que c'est vraiment... ça demande une résilience incroyable de continuer à t'entraîner pendant 4 ans sans battre ton record. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, je pense, c'est vraiment les blessures. Parce qu'en fait, on est dans un sport où on pousse nos corps, que ce soit le sprint, mais le saut en hauteur, le saut en longueur, c'est pareil. On pousse nos corps à la limite du possible, la limite même des limites humaines, en fait, dans certains cas, pour les meilleurs. Tu vas à des vitesses, tu vas à des hauteurs où ton corps n'est jamais allé, donc forcément, c'est hyper contraignant. Ça le traumatise. Ouais, c'est littéralement des traumas au quotidien, et certaines fois, tu peux aller jusqu'à la rupture, truc comme ça, donc, au quotidien, t'as mal, mais surtout, tu peux te blesser. Moi, j'ai une stat pour toi, Adam. 100%. J'adore la stat. On voit de la stat. 100% des athlètes de haut niveau sont blessés dans l'athlétisme. Sont blessés ou se sont blessés? Sont blessés. Ah, ok. On est tous blessés. Ok, mais à des endroits différents. Tout le monde deal avec la blessure, quoi. Okay. Tout le monde, en fait, la blessure fait partie du quotidien d'un sportif de haut niveau. Et ça, les gens n'arrivent pas à se rendre compte. Souvent, tu dis, je suis blessé, j'arrête le sport, je reprends dans 6 mois. Nous, on vit au quotidien avec des blessures. Et ça, c'est un truc pour moi qui fait que la beauté et à la fois la difficulté de l'athlétisme, c'est que tu dois deal avec tes pépins du quotidien tout le temps, quoi. Après, il y a des blessures plus graves que d'autres, ça qui t'handicapent, d'autres qui te permettent de continuer à travailler.
Mais ouais, c'est vraiment pour moi ces 3 trucs-là. Et oui, il y a pas de thune aussi. Ça, c'est la stat aussi. 100%. Mais ça concerne pas que l'athlète, mais 100% des athlètes sont pauvres. Ouais, 99,9. Ouais. Ah, mais ça, je pense que c'est très vrai de par mon très, enfin, ça se dit pas, ouais, mon humble expérience plutôt, voilà, dans cette discipline aussi, parce que j'ai fait un peu de 100 mètres, je me suis blessé. Alors moi, ce que j'ai eu, c'était les périostites, voilà, pour ceux qui ont la référence. Moi, j'ai arrêté suite à ça. Mais je m'en suis rendu compte de ce que tu as dit, c'est-à-dire que pour les gens qui faisaient du 100 mètres depuis longtemps, c'était normal, quoi. Ils m'ont dit, les périostites, tranquille, bah. Mais écoute bien, alors que moi, ça m'a tué, genre, j'ai arrêté l'athlète, alors que moi, le top 24, j'y allais, France, mais c'est à cause des périostites, voilà. C'est périostites, croisés. Les croisés, voilà. C'est les croisés, les nouveaux croisés, c'est les périostites. Petite pause, extrêmement rapide, juste pour te parler de notre plateforme Web Talent, qui permet aux freelances des réseaux de mettre leur profil et leur portfolio en avant auprès des créateurs de contenu. Donc si tu es monteur vidéo, graphiste, auteur ou n'importe quel autre métier qui a les créateurs comme clients, finalement, tu peux voir les offres de recrutement qui sont live actuellement sur la plateforme et t'inscrire en 2 clics si tu le souhaites, via le lien en description. C'est complètement gratuit, j'espère que ça t'aidera à trouver de nouveaux clients, et si tu es créateur ou créatrice, j'espère que ça te permettra de recruter la future pépite de ton équipe. Merci beaucoup et retour tout de suite à la vidéo. Non mais ouais, les périosticites on peut en parler, mais c'est ouais, on y passe enfin tout le monde y passe quoi. Les périosticites, il y en a certains qui restent, d'autres qui parfois c'est en début de saison, après bon, ça dépend. Moi ça m'a empêché de courir pendant 1 an, c'était pas de, enfin c'était no way que je recommence quoi. Je ne voulais pas revivre ça. Traumatisé. Ouais, non mais ouais, très clair. Et par contre 100%. Et du coup, comment tu performes en étant blessé? Enfin, tu peux donner juste 2-3 exemples de blessures? C'est une vraie question que je me pose. Ouais, non, c'est une bonne question. Alors, c'est quoi généralement? C'est des déchirures? En fait, tu peux aller, il y a différents niveaux de blessures. Souvent, on les jauge en grade, tu sais, par exemple, grade 1, grade 2, grade 3. Il y a des blessures qui vont complètement t'handicaper. Et là, pour le coup, tu vas devoir entamer une rééducation, même une réathlétisation. Genre, tu pourras plus marcher et tout. Et il y a d'autres blessures que tu gères au quotidien. On va dire, ton objectif, ça va être que la douleur ne dépasse pas 4 sur 10. Donc, tu vas t'échauffer, te masser, t'étirer, de sorte que cette douleur soit inférieure à 4 sur 10, parce que au-delà, globalement, ça t'handicape dans ta pratique. Et surtout, en fait, ce qu'on craint, c'est qu'au-delà de 4 sur 10, ça peut se transformer vraiment en rupture totale, que ce soit, par exemple, des tendons d'Achille, ça peut être de l'ischio, de l'adducteur, etc. C'est ce qu'on veut à tout prix éviter, les ruptures totales, parce que pour le coup, après, tu vas être vraiment handicapé pendant... Ouais, là c'est vraiment foutu pendant quelques mois au moins, même si on a dans le passé des personnes qui sont revenues de grosses blessures et qui ont réussi à atteindre de très très hauts niveaux. Mais ouais, je pense que les blessures, c'est principalement des inflammations, des tendinites, ça peut aller jusqu'à la rupture dans certains cas, globalement. Mais plutôt les membres inférieurs, du coup, dont tu l'auras compris. Ouais, c'est joyeux en tout cas, mais je me demande par contre comment... Est-ce que dans le 100 mètres, dans cette discipline-là spécifiquement, ça arrive régulièrement, enfin régulièrement, j'imagine pas tous les jours non plus, mais ça arrive d'avoir des blessures vraiment handicapante comme tu l'as décrit au début. Donc c'est grade 1, c'est ça, ou grade, je sais pas comment ça s'appelle. Non, handicapant, on va dire sur du grade de 2, 3, mais encore une fois, ça dépend vraiment de la localisation de la blessure, etc. Okay. C'est pas comme le rugby, quoi, où on sait que voilà, il y a des grosses blessures ou vraiment qui peuvent ou la boxe, je sais pas, tu sais, où tu prends un mauvais coup. Globalement, on va dire 80% des blessures, la stat elle est sortie du chapeau, mais 80% des blessures dans le sprint, c'est les ischio-jambiers. Ouais, c'est des déchirures, peut-être des claquements, je sais pas, des choses. Ouais, claquages, déchirures, enfin c'est ce qu'on appelle déchirures du coup. Mais déchirure, inflammation, que ce soit sur l'insertion au niveau du genou, l'insertion au niveau de la fesse, globalement, c'est plutôt les ischios qui ramassent en général. Après, tu as beaucoup de pubalgie, adducteurs et les fameuses périostites, ça c'est la classique. Mais ouais, les ischios, comment tu fais aujourd'hui? Déjà, on est meilleur qu'avant sur la gestion des blessures. Je pense qu'il y a 20 ans ou 30 ans, les gens souffraient le martyre et on les entraînait comme des sagouins. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de prévention. Il y a beaucoup plus d'éducation aussi, même les réseaux sociaux aussi apportent beaucoup de... Alors, il y a de tout sur les réseaux, mais il y a quand même beaucoup de comptes maintenant qui sont spécialisés sur la prévention des blessures, comment gérer une blessure au quotidien, comment continuer à t'entraîner sous une blessure. Donc ça, c'est cool. Et aussi, même moi, dans mes contenus, j'essaye aussi d'en parler. J'essaye aussi de désacraliser le fait que l'athlète aille bien et ne vive sans blessure. Enfin, ça, c'est un truc aussi que les gens ne savent pas, mais vraiment, on est quasiment tous blessés et on essaie au contraire, justement, de vivre avec. Et c'est un peu une quête du corps, en fait, derrière, d'apprendre les limites de ton corps, écouter son corps aussi, tu vois, d'un point de vue un peu philosophique derrière, d'écouter un peu le fait que tu es faillible, tu vois, que tu es blessé et qu'il faut que tu apprennes à écouter ton corps. Et moi, je crois pas au no pain, no gain, tu vois. Enfin, j'y crois plus, en tout cas. Comment ça? No pain, no gain. Tu vois, il y a ce truc-là où on disait, si tu veux
si tu veux avoir des résultats dans la vie, il faut que tu souffres. Bah, en fait, Pas forcément. pas forcément. Globalement, parfois, un peu moins de pain, c'est un peu plus de gain. Tu vois ce que je veux dire? Ou genre no rest, no gain. Moi, je préfère no rest, no gain. Genre, parfois, des bons entraînements qualitatifs avec une bonne prise en charge et une bonne prévention, c'est mieux que d'aller t'entraîner et te blesser et après, t'as 3 mois d'arrêt au final derrière, quoi. Bien sûr. Mais la limite, elle est fine après entre j'ai la flemme et le Alors, no ça, rest, no gain. Enfin, tu vois, c'est du mental en fait. C'est surtout du mental aussi, ouais, bah ça. plus que du physique oui. quand on est à ce stade, je veux dire. Oui, c'est ça. C'est Oui, un ça. juste équilibre entre le mental de savoir si t'es un flemmard ou, enfin, en gros, si tu succombes à la facilité, entre guillemets, sur ton combat mental, ou si tu bourrines pour rien et que ça devient contre-productif. Ouais, c'est ça. Après, c'est un équilibre. Après, enfin, pour une blessure, après, je pense qu'on va arrêter de parler des Ouais, blessures. on va revenir sur les réseaux sociaux, mais c'est intéressant. Mais pour les blessures, non, c'est un vrai truc. Souvent, les blessures, les gens pensent qu'il faut arrêter de tout faire. Tu vois, c'est le côté flemmard. Si je suis blessé, j'arrête le sport. Non, ça, c'était avant, on préconisait ça. Maintenant, 99% des médecins et des professionnels de santé, si t'es blessé, continue. Genre, c'est le message que tout le monde dit. Tu dois reprendre, mais différemment. Et ça, c'est là où tu dépasses ton côté flemmard. C'est tu dis, parce que souvent, il y a des gens, ils sont blessés, ils ont la flemme de faire tous les éducatifs qui permettent de te renforcer de manière isolée, etc., de bien renforcer pour être plus solide. Bah, ça, les gens ont la flemme de le faire. Et je connais des sportifs aussi de haut niveau qui ont la flemme de le faire aussi. Bah, je le comprends. C'est pas pour tout ramener à moi, etc. Mais moi, c'est un peu ça qui m'est arrivé. C'est que j'ai eu la flemme, j'ai eu les périostites. J'ai vu ce qu'il fallait faire. Enfin, en gros, qu'il fallait continuer, quoi. Juste à courir, quoi, finalement, pour recourir. Enfin, pour pouvoir le faire de nouveau à son prime, on va dire. Et en fait, juste, ça faisait mal et tout. C'était chiant. Donc, j'ai arrêté. Je fais de la muscu, voilà. C'était plus... Enfin, mais du coup, ouais, je pense que c'est la facilité que choisissent la majorité des gens, quoi. Voilà. Bon, c'est intéressant, en tout cas, de souligner. Je voulais qu'on voit... Enfin, qu'on discute d'à quel point c'est difficile en fait d'atteindre le niveau auquel tu es actuellement, parce que voilà, potentiellement les gens ne se rendent pas compte. On va revenir du coup sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. J'ai plein de questions à ce sujet, mais j'en ai une dernière avant que je voulais te poser. C'est qu'est-ce qui fait que toi, là on vient de comprendre à quel point c'est difficile, comme je l'ai dit, qu'est-ce qui fait que toi en 3 ans, t'as tué le game comme ça, alors que tu faisais du judo avant et que tu passes au 100 mètres genre. Et qu'en plus, si on peut le souligner, et ça c'est peut-être un cliché, tu vas me dire, mais quand on te voit, on se dit pas c'est Usain Bolt, tu vois ce que je veux dire, en termes de taille. Ok. Je sais pas combien tu mesures, tu dois faire 1m70, quelque chose. Ouais, c'est ça. Bah, je vais répondre aux 2 questions. La première question sur le côté comment j'ai fait, entre guillemets, j'aime pas trop tuer le game parce que je suis encore très loin de mes objectifs finaux, mais c'est vrai que de top 400 à top 35 en 3 ans, c'est quand même, enfin, j'en suis assez fier. Et c'est pour ça que je le revendique assez bien. Déjà, faut savoir que moi, je partais pas de zéro, vraiment. J'avais une base de sportif de haut niveau. Et souvent, on dit qu'il n'y a pas de transition entre le judo et le sprint. Mais en fait, le judo, ça se pratique pieds nus. C'est comme la boxe ou le karaté, des choses comme ça. Et en fait, du coup, je suis très terrien, j'ai des bons appuis. Et ça, c'est important pour l'athlète. Donc, en fait, des insertions. Ouais, on va dire ça. Après, faut savoir que moi, j'ai commencé l'athlète directement en me mettant dans une case professionnelle. C'est-à-dire que j'allais au kiné chaque semaine, j'avais une routine de diète hyper carrée, je me suis mis tout de suite dans le meilleur club de France proche de chez moi. Enfin, j'y suis vraiment allé, je bouffais de l'athlète. Dans ma pause du midi, je regardais des sprints, tu vois. Genre, je regardais la finale du 100 mètres sur les 10 dernières années, la finale du 100 mètres homme, j'ai dû la regarder chacune, au moins 20-30 fois. Vraiment. Ok, t'as eu une obsession instantanée. Mais obsesse, je pense que c'est le mot, les Anglais, ils aiment bien dire ça. Moi, j'étais obsesse et je le suis encore. C'est-à-dire que même la finale du 60 mètres, j'ai jamais encore participé à la finale du 60 mètres masculin en France, mais celle entre 2020 et 2024, je les ai regardées au moins 50 fois. Mais je te jure que c'est vrai. Je connais tous les détails, je connais tous les athlètes qui ont participé, je connais tous les chronos. Enfin, vraiment, je m'y suis mis en mode pro dès le départ, sans le salaire qui va avec, mais je m'y suis mis en mode pro dès le départ. Je pense que ça a fait une différence. Déjà, j'ai créé un média qui parle de sprint, donc ça montre un peu le truc, à quel point j'étais obsesse du truc. En fait, le média, c'était juste un prolongement de ce que je regardais déjà au contenu. Je me suis juste dit, faut que je le partage, quoi. Donc, concrètement, c'est vraiment, je pense, ça qui a fait la différence. Après, est-ce que j'avais des qualités physiques? Je pense que oui, parce que du coup, j'ai atteint un haut niveau en judo. Mais je pense que c'est vraiment que dès le départ, je m'y suis mis en mode pro, tu vois. Vraiment avec l'ambition de percer, tu vois. Donc ça, c'est la première chose. Et pour la taille, ça, c'est une bonne question parce que souvent, ça, c'est un cliché. On pense que pour être rapide, il faut être grand à cause du Usain Bolt, je pense. Mais ce que je dis au quotidien, dans mon compte, c'est que c'est faux. Il n'y a pas de gabarit pour courir vite. Globalement, quand tu regardes les mecs les plus rapides du monde, genre, les meufs, c'est pareil aussi. C'est encore plus vrai chez les meufs, je trouve. Mais chez les mecs, tu as des mecs
d'un mec. Allez, je crois que le plus petit qui a passé la barre des 10 secondes, donc on parle d'un alien, hein. Le plus petit, il devait faire 1m67, quelque chose comme ça. Ok. Le plus grand, c'est Usain Bolt à peu près, je crois. Il doit y avoir quelques autres qui sont dans cet ordre de grandeur-là. Il fait 1m90 lui. 1m95, je crois, un truc comme ça. Donc, globalement, il n'y a pas de physique, il n'y a pas de gabarit pour la vitesse. Aussi bien sur la taille, mais sur le muscle aussi. On avait tendance à penser qu'il fallait être vraiment hyper stock. Et là, de plus en plus, on a des Letsile Tebogo, par exemple, ou Noah Lyles. Après, il a pris un peu. Mais Hakim Blake aussi. C'est des personnes qui sont hyper fines, tu vois, musculairement, qui sont pas genre des gros bœufs et pourtant vont aussi vite, mais parce qu'ils ont des profils. Ou même, genre là, en ce moment, il y a le plus gros prospect de l'histoire du sprint qui s'appelle Goat en français. On mettra à l'écran. Voilà. Ouais, qui est un Australien. Ses parents viennent du Soudan. Et en fait, ce mec, il doit faire, je sais pas, il doit faire 60 kilos, un truc comme ça. Donc, il est hyper fin. Sauf qu'en fait, il surfe sur la piste, quoi. Et en fait, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de gabarit pour aller vite. Tout le monde peut aller vite. Tout le monde peut aller plus vite que ce qu'il est actuellement. Après, tout le monde ne peut pas être champion olympique. Ça, c'est factuel. Par exemple, moi, je m'entraîne avec un mec qui s'appelle Antoine Toraval. Il est blanc, parce que ça aussi, c'est un autre cliché. Il est blanc, il fait 1m60, il fait 52 kilos et il est champion de France du 60 mètres actuellement. Et il est dans les 6 Français les plus rapides de l'histoire sur 60 mètres. C'est fou quand même. Et il est top 5, top 8 France sur 100 mètres. Donc, il n'y a pas de gabarit pour aller vite. Et globalement, c'est beaucoup de clichés, de représentations culturelles et d'imaginaire, quoi. C'est impressionnant. C'est quoi ton temps à toi? Je t'ai même pas. Moi, mon chrono. Flex, là. Alors, peut-être que quand le podcast sortira, il sera différent. Mais en tout cas, ma dernière course, mon dernier record date de l'année dernière. Parce que du coup, cet hiver, j'ai pas couru le 100 mètres. Nous, le 60 mètres, c'est l'hiver. 100 mètres, c'est l'été. J'ai fait 10,54 l'année dernière avec plus 1,2 de vent à peu près, je crois. Et donc 10,54, c'est top 30 environ, du coup. Donc, faut se rendre compte, voilà, quand tu dis que c'est des aliens en dessous de 10, c'est vrai, quoi, du coup. Ouais, en fait, je crois. Une demi-seconde, c'est. En fait, je crois qu'il y a genre 250 hommes dans l'histoire de l'humanité qui ont passé la barre des 10 secondes. Bon, bah, ouais. On a normalisé ça, ouais. Mais on parle d'une poignée, on parle de l'élite du sprint, quoi. C'est vraiment. Et encore une fois, comme je t'ai dit, chaque centième compte. Actuellement, je suis peut-être à 2-3 dixièmes des meilleurs Français, tu vois, en dixième de seconde. Donc, c'est vraiment hyper faible, quoi. C'est impressionnant. Bravo, encore une fois, je t'ai déjà dit 57 fois, mais si tu bats ce temps-là d'ici à la sortie, on mettra en commentaire épinglé. J'en serais très fier. On va pouvoir revenir sur tes réseaux sociaux et le pourquoi, notamment, tu t'es lancé. Parce que quand tu te lances dans un truc comme ça, comme tu l'as dit, voilà, il y a 3 ans, tu te mets en mode obsession full pro, et enfin voilà, c'est déjà un emploi du temps énorme avec tout ce que tu avais à côté dont on a parlé au début. Qu'est-ce qui fait que tu te lances sur les réseaux? C'est quoi vraiment ta motivation première? Sur l'univers notamment. Parce que Sprint Nation, donc voilà, ouais, on a compris, on a parlé un peu. Non, mais pour être tout à fait honnête, je pense qu'il y a 2 principales raisons pour lesquelles je me lance. La première, c'est essayer d'avoir des sponsors. Parce qu'aujourd'hui, si tu es athlète et que tu veux vivre de ton sport, c'est le cas dans l'athlétisme et dans d'autres choses aussi, mais si tu veux vivre de l'athlétisme, en France, tu as 2 possibilités. La première, c'est de vivre de l'argent privé, donc des entreprises, soit via un contrat d'insertion professionnelle ou un contrat à temps plein ou temps partiel, ou de la donation, un système de donation. Soit tu te développes sur les réseaux sociaux et ton image de marque. Ça, c'est les 2 aujourd'hui principaux leviers que tu peux activer si tu es sportif. Et du coup, moi, j'ai activé les 2 en même temps, entre guillemets, parce que déjà, j'avais déjà un job pour une boîte. Mais je me suis dit, quand même, j'ai bien envie aussi de communiquer parce que je pense que j'ai des beaux messages à apporter au monde aussi. Donc, c'était aussi pour obtenir des sponsors, la principale raison. Et la deuxième raison, je pense, c'était aussi pour essayer de contrebalancer l'image que j'avais des réseaux sociaux dans ma tête, où je trouvais qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu, je trouve que c'est moins le cas aujourd'hui, qui véhiculaient pas les bons messages, entre guillemets. Dans quel sens? Je sais pas. Je pense beaucoup de contenu drama, beaucoup de contenu qui fait cliquer, mais qui apporte pas vraiment de plus-value à la personne qui va écouter. C'est un peu du scroll qui te fait pas avoir d'objectif dans la vie, qui te met pas en mouvement. Et moi, j'ai la conviction que quand quelqu'un regarde une de mes vidéos, il a envie de faire des choses dans la vraie vie et il a pas envie de s'en scroller 15 de plus. Et ça, c'est vraiment le truc qui me tient à cœur dans la création de contenu, c'est comment, moi, à travers mes vidéos, je mets les gens en mouvement, tu vois. Et ça, c'est un truc dont je suis assez fier aujourd'hui, qu'il y ait des gens qui ont commencé le sport grâce à mes vidéos ou qui, au contraire, je motive à continuer à faire du sport grâce à mes vidéos. Et je trouve que c'est un peu ce truc-là que je trouve qu'il manquait dans les réseaux sociaux avant et que je trouve que continue à... Enfin, c'est très niché avant, la motivation, le dépassement de soi, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça devient un petit peu mainstream et je trouve que c'est bien que les gens, en fait,
quand ils regardent une vidéo, ils n'ont pas envie d'en scroller 10 de plus, mais ils ont envie de déverrouiller le téléphone et d'aller à la salle ou d'aller courir ou de bien manger ou d'aller passer du temps en famille, tu vois, ce genre de trucs qui, pour moi, on a perdu ça un peu dans la société, quoi. Ok, donc tu essayes de participer à ce mouvement-là, mais comme tu l'as dit, initialement, tu t'es lancé aussi pour servir du coup ta carrière d'athlète, via les sponsors, etc., de te construire une réputation. Alors, je sais pas à quel point c'est utile dans ce milieu-là, la partie réputation, mais en tout cas, visibilité pour les marques notamment, quoi. Ah, c'est hyper utile, c'est crucial. Ouais. Avant, dans les années 2000, quand je discute avec les anciens de l'athlétisme, ils avaient tous des sponsors, mais même top 20, top 30, hein, ils avaient tous des sponsors, il y avait énormément d'argent. Tous les sponsors injectaient de la dotation et soutenaient énormément d'athlètes. Aujourd'hui, si tu n'es pas top 3 de ta catégorie, top 5, on ne te regarde même pas. En fait, aujourd'hui, les marques, elles regardent presque plus le nombre d'abonnés que tes performances. Et moi, je suis le premier à déplorer ça parce que je trouve que c'est dommage mes potes qui s'entraînent et qui courent très très vite et qui vont beaucoup plus vite que moi et qui n'ont pas la visibilité que moi n'arrivent pas à se dégager des sponsors parce qu'aujourd'hui, ce qui compte sur le partenariat et les réseaux sociaux, et sur le sponsoring, c'est le nombre d'abonnés et le nombre d'engagements, enfin tout ce que tu connais, le taux d'engagement, le nombre de vues, le nombre de commentaires, etc. Et encore une fois, je suis le premier à le déplorer, mais du coup, j'essaie d'en tirer mon épingle du jeu et du coup, certes, je suis pas top 5 France ou top 3 monde sur ma discipline, mais j'ai une audience qui me permet d'engager beaucoup de personnes, donc forcément, ça va intéresser certaines marques, quoi. Ouais, et surtout que toi, tu as une audience du coup qui est méga qualifiée parce que voilà, sur les stats que j'ai donné un peu en intro, ça peut paraître faible entre gros guillemets comparé à d'autres créateurs plus mainstream, on va dire, au niveau de leur thématique. Mais toi, il faut voir que voilà, 70 000 abonnés en cumulé dans des thématiques aussi nichées que le 100 mètres et le sport de manière plus générale, et là, c'est énorme, quoi, je dirais. Donc, tu as des sponsors aujourd'hui, enfin, je veux dire, à quel point tu qualifierais du coup ça de succès pour l'instant sur cette raison-là, et est-ce que ça te permet de vivre aujourd'hui, parce que du coup, on l'a pas précisé, mais aujourd'hui, tu vis de quoi parmi ces 3 vies que tu mènes? Alors, pas de celle-ci, pas encore en tout cas. Okay. Les réseaux sociaux, ça me rapporte pas aujourd'hui de vraiment vraie rémunération fixe. On peut y avoir quelques placements par-ci par-là, et encore, c'est plus de la dotation de produits, que ce soit compléments alimentaires ou des baskets ou des paires de pointes ou des survêtements, etc. Mais globalement, aujourd'hui, la plupart des personnes qui ont des sponsors, c'est surtout de la dotation. Tu peux expliquer, pardon, ce que c'est? Ouais, pardon. Alors, en fait, quand tu as un contrat avec une marque, elle a 2 façons de te rémunérer. Soit c'est via un contrat, donc tu as un salaire, souvent c'est à l'année, tu négocies un contrat. Ça peut être, je sais pas, pour les meilleurs, ça peut aller jusqu'à de 50 000 euros par an à peut-être, pour les meilleurs Français, ça peut aller à 400 000 euros par an, tu vois. Contrepartie de quoi? En contrepartie de, tu vas porter la marque, parce que souvent c'est un équipementier. Les principales marques, c'est des équipementiers. Je dis n'importe quoi, la marque à la virgule que tout le monde connaît. Du coup, quand je vais faire mes compétitions, je vais devoir porter cette marque tout le temps. Donc, ça veut dire toutes les photos qu'on va faire de moi, quand je vais battre mon record, quand je vais faire un câlin à ma femme à la fin de ma perf, je serai habillé comme ça. Donc, c'est vraiment tout ça, cette marque qui va m'accompagner au quotidien, que ce soit dans l'entraînement. Et voilà, donc elle nous fournit en équipement, donc elle va te passer les baskets, elle va te passer le survêtement. Je sais pas, si tu fais du décathlon, par exemple, elle va te fournir des accessoires spécifiques à ta pratique, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la dotation. Enfin, j'ai mélangé les deux, mais du coup, il y a le contrat, l'argent pur, on va dire, et dotation. Et parfois, tu as des contrats qui mêlent les deux, notamment les équipementiers qui te font souvent salaire et dotation. Mais encore une fois, pour l'élite de l'élite, en France, ça concerne une poignée d'athlètes, quoi. Très clair. Et du coup, la dotation, juste pardon, c'est le fait de fournir uniquement les équipements? Exactement. Okay. Ouais, donc c'est soit mensuellement, soit plusieurs fois dans l'année, on va te donner la tenue officielle. Je pense à Adidas, par exemple. Ils vont te donner la tenue officielle de l'année. Ils vont te passer la veste, le kawaii, les chaussures. Il y en a peut-être pour, je sais pas, peut-être 2000 euros d'équipement, 3000 euros d'équipement à l'année. Et du coup, ça, c'est leur manière à eux de te soutenir, enfin de te supporter. Mais ça va pas remplir ton frigo, quoi. Ça va remplir tes placards. C'est très cool, hein. Ça permet à certains aussi de valoriser leur image d'athlète, tu vois. De dire que tu es sponsorisé par ça, ça te permet aussi d'aller chercher d'autres sponsors qui, eux, pour le coup, vont pouvoir te financer. Mais globalement, c'est pas que ça qui va te faire vivre de ton sport. Très clair. Ouais, c'est bien que tu aies donné des fourchettes de prix parce que je me disais, pour les gens qui connaissent pas, ça peut paraître gaze de fou d'être équipé, tu vois, mais en fait, c'est l'équipement de haut niveau, du top niveau, ça vaut vite assez cher aussi, quoi. Donc, je pensais que ce serait même plus que ça, tu vois, mais 2-3 000 euros. Ouais. Alors, ça dépend parce que, en fait, l'avantage du sprint, c'est que ça demande très peu d'équipement, en fait. Oui, c'est ça. Mais par exemple. Mais des bons crampons, ça coûte pas 30 balles, quoi. Donc. Ouais, ça coûte 250 euros, peut-être une paire de pointes, ce qu'on appelle des pointes, pas des crampons. Oui, je rigole. Mec du rugby. Mais par contre, ceux qui pratiquent, je sais pas, de la perche, par exemple, ou de l'escrime,
où pour le coup, eux, ça va monter, ça va être très très élevé leur montant d'équipement. Donc eux, ils ont vraiment besoin d'avoir des sponsors équipementiers, tu vois. Je suis mort d'avoir dit les crampons à la place des... Non, t'inquiète. Le mec n'a rien préparé. Non, mais j'ai l'habitude, souvent les gens ils disent crampons, c'est pas l'habitude, t'inquiète. Pour le contexte, j'avais fait la transition, moi, de 5 ans de rugby à 1 an d'athlé into Perustitz. C'est pour ça. Donc c'est vraiment uniquement pour ça. Ok, méga intéressant. Et est-ce que du coup, donc là, tu nous as un peu évoqué les raisons justement du fait que tu te sois lancé. Est-ce que c'est quand même quelque chose aujourd'hui, maintenant que ça fait un petit moment, auquel tu prends plaisir? Enfin, à quel point, parce que j'imagine qu'il y a des moments où c'est plus difficile, t'es quand même très actif sur les deux comptes, Sprint Nation et Univers. À quel point c'est un plaisir pour toi? Est-ce que tu penses en faire ton métier vraiment full-time et peut-être arrêter le sport? Enfin, ça prend quelle place dans ta vie? Bonne question. Alors oui, je suis particulièrement actif. Je crois qu'en 1 an, j'ai posté plus d'un post par jour, que ce soit sur Univers ou Sprint Nation. Donc ça fait en tout plus de 800 posts en 1 an sur les deux comptes en cumulé. Il y a forcément des jours où je vais poster 3 fois parce qu'il y a une actualité. Et sur mon compte Univers, parfois j'étais à 2 posts par jour. Donc après, je testais aussi des formats, etc. Forcément au début, quand tu testes des choses, tu apprends, etc. Mais je crois que j'ai posté plus de 800 publications sur mes 2 comptes en cumulé. Mais c'est des vrais posts en plus que tu fais. Dans le sens, c'est travailler. Souvent, tu racontes une petite histoire, c'est des carousels. Enfin, moi, j'aime bien tes posts pour ça. C'est que, comme tu disais, voilà, il y a toujours un petit message que tu passes, etc. C'est des mini-histoires. Et ça prend du temps, quoi. Comment tu m'en as parlé de ton organisation, mais ouais, est-ce que tu y prends plaisir, pardon? Ouais, j'allais répondre justement, en fait, ce côté plaisir. Je pense que c'est le truc j'aime pas ce mot, mais drive. Je conduis, voilà, bref. Moi, je suis porté par le plaisir dans tout ce que je fais au quotidien. Et je pense que tous les contenus que je poste, quasiment tous, en tout cas ceux qui sont durables, c'est des contenus que j'aime poster. J'aime faire aussi. Comme je te dis, je fais des vidéos depuis que je suis petit. Maintenant, aujourd'hui, il y a plein d'outils pour créer. Quelqu'un qui est créatif en 2025, il vise la meilleure période de sa vie, hein. Parce qu'aujourd'hui, tu as tout à portée de main. Tu peux filmer, tu peux monter, tu peux créer vraiment de manière très facile aujourd'hui. Tu as même des monteurs qui peuvent t'aider aussi maintenant. Il y a énormément de monteurs aussi là-dessus quand tu n'as pas trop le temps. Donc aujourd'hui, non, moi, j'aime créer. Tout ce que je fais sur les réseaux, j'aime le faire. J'aime partager des choses. J'aime aussi raconter des histoires qui m'ont touché et que je pense que de manière bien racontée, elles peuvent toucher d'autres personnes. Ça, c'est un truc, non, je kiffe. Et quand tu vois, je sais pas si tu as déjà fait du montage dans ta vie, mais quand tu montes une vidéo et que tu kiffes la monter, le temps, il passe archi vite. Et tu vois, ce flow-là, quand tu montes une vidéo et que tu as passé, tu vois, par exemple, souvent, je monte quand je prends les trains dans mes déplacements avec le taf. Parfois, j'ai des déplacements de 4 heures. Et en fait, je monte la vidéo et en fait, le train, il passe hyper vite. Et je trouve ça incroyable, tu vois. Ce truc-là, le flow quand tu es en train de monter une vidéo, ça, c'est un truc que j'aime trop faire, ouais. Et tu t'es jamais lassé? T'as pas de monteur aujourd'hui, du coup, tu continues. J'ai pas les moyens d'avoir un monteur. Okay. Pour être honnête avec toi, peut-être à terme, je pense, j'aimerais bien avoir quelqu'un sur Sprint Nation, si j'arrive à générer des revenus, d'avoir quelqu'un qui gère Sprint Nation en partie, parce qu'il y a beaucoup de création de contenu que je peux déléguer sur Sprint Nation, et même sur ma page Univers, il y a certains formats que je pense que je peux déléguer aussi. Donc j'ai pas de scripteur, j'ai pas de monteur, mais à terme, si je grossis vraiment, j'aimerais bien en avoir. Ouais. Ok. Et t'as pas eu encore ce moment, en tout cas, où tu t'es lassé peut-être du montage ou autre, surtout que c'est pas les mêmes contenus, mais je dirais que c'est toujours la même thématique, etc. Moi, je sais que tu me posais la question, j'avais commencé le montage vidéo à 14 ans avant d'en faire une boîte et tout ensuite. Et au bout d'un moment, sur la même chaîne YouTube, au bout de 200 vidéos, j'en avais marre, tu vois. Et c'est comme ça, moi, que j'ai commencé à embaucher des monteurs. Mais est-ce que c'était ta vidéo à toi? Non. Voilà. Je pense que ça peut faire une diff. Parce que là, moi, c'est moi, je me mets en scène, je crée mes vidéos, je monte mes vidéos, et je pense que le fait de monter ces vidéos, alors franchement, je pense que ça va m'ennuyer peut-être un jour, peut-être. Mais encore une fois, je suis, comme tu as vu, mes formats, ça change aussi. Parfois, je vais faire le même format pendant 3 semaines. Et après, ça va juste me saouler. Je vais me dire, en fait, ça, j'aime plus, ou ça me fait plus autant kiffer. Et en fait, vu que c'est pas mon taf pour quelqu'un, là où peut-être, toi, quand tu étais monteur, on disait, tu dois continuer, alors tu prends moins de plaisir. Là, quand un format me prend moins de plaisir, je vais forcément trouver un autre format qui me prend plus de plaisir, tu vois. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tous les mois, à peu près, je change de format. Parce que juste qu'il y a un format qui me fait moins kiffer. Et si vous voyez un format sur ma chaîne, c'est que je prends encore du plaisir à le faire, quoi. Tu suis ton instinct aussi, quand même. Ah, de ouf. Dans certains sens, de ouf. Franchement, ouais, de ouf. Et donc là, ça fait un moment, comme on le disait, voilà, que t'as 800 posts en 1 an, c'est énorme, tu vois. Il n'y a aucun moment où tu te forces, mais est-ce que tu as une certaine discipline quand même, ou juste vraiment t'es en mode machine de guerre, mais de plaisir, du coup, et tu kiffes il y a forcément des moments, surtout quand tu fais des compètes, etc. Enfin, voilà, t'as quand même un emploi du temps chargé, comme tu l'as expliqué. Je veux dire, comment t'arrives à tenir le rythme?
Et comment t'as de l'inspiration si des fois il se passe rien Ouais, alors plusieurs questions en une. Ouais. La première sur la partie motivation, déter à créer des vidéos, ça va dépendre des périodes. Je pense que ça va dépendre des périodes. Il y a par exemple une période où je vais être ultra déter. Pendant 2 jours, je vais tourner, 15 vidéos. Je vais les écrire, les tourner, les monter. Peut-être pas en 2 jours, mais en gros, tu as compris, dans une période à un moment donné. Et après, je vais les programmer sur genre 3 semaines, tu vois, 2-3 semaines. Et ce qui fait que ça me permet de... Le moment où j'ai été déter, j'en ai profité à balle et ça me permet de profiter au Younes qui est moins déter. Et du coup, il peut se reposer sur le déter du passé, tu vois. Mais par contre, faut pas que ça dure trop longtemps parce que le Younes du futur, il compte sur le Younes du passé, tu vois. Donc, faut trouver le bon équilibre. Ça, c'est sur la première chose. Après, sur la partie, par exemple, sur Sprint Nation, forcément, il y a des moments où il va y avoir un championnat d'Europe. Et je vais être tout à fait honnête, il y a des moments où le championnat d'Europe, j'ai pas trop envie de rater de l'athlé. Je vais pas le suivre, tu vois. Ou alors, sauf s'il se passe une dinguerie, mais je vais pas le suivre. Et en fait, j'ai pas de patron, entre guillemets, là-dessus. J'ai pas d'attente vis-à-vis des marques et des sponsors, donc je vais juste pas publier. Ou alors, un post plutôt que 15. Et j'ai la chance, en tout cas, que ça soit une passion et un plaisir à côté. Ce qui fait que s'il y a un week-end où j'ai pas envie de couvrir un événement, je le couvre pas. Aussi, au contraire, il y a un petit meeting, genre qui me tient à cœur. Genre, je sais pas, le meeting de Sotteville, tu vois. Tu connais pas le meeting de Sotteville, mais c'est un beau meeting qui, chaque année, qui est organisé par un passionné et tout. En fait, je vais décider de mettre énormément d'efforts sur ce meeting. Et ce qui fait que ce meeting va avoir un rayonnement national, même international, si jamais il y a une grosse perf, alors que personne n'aurait suivi ce meeting-là, tu vois. Et j'aime bien faire ça aussi, tu vois. Dans des petites compétitions pas connues, et genre, je mets à balle, je demande à un photographe d'aller sur place. Genre, je fais des photos quali, je fais des vidéos quali. Et en fait, je crée une actualité autour d'un truc où il n'y avait pas d'actualité. Et ça, je trouve que c'est ça la beauté. Aujourd'hui, j'ai la force de frappe qui me permet de faire ça. Et du coup, je trouve ça trop stylé, ça. Trop stylé, ouais. On mettra à l'écran un peu des extraits ou des images justement de tes posts sur Sprint Nation sur ce type d'événement. Force à ceux qui écoutent sur Spotify et autres, il faut venir sur YouTube, c'est mieux. Ou sur Instagram aussi. Ou sur Instagram, effectivement. Très clair. T'as des exemples de posts comme ça qui ont surperformé, tu vois, alors que c'était pas forcément attendu, parce que comme je l'ai dit en intro, t'as quand même eu des vrais perfs, quoi. Waouh. J'avais trouvé une vidéo d'une compétition en Chine, d'un relais, je crois que c'était en Chine, il me semble, d'un relais où en fait le mec il avait dansé pendant la course et en fait cette vidéo elle a fait 26 millions de vues. Elle avait 26 millions de vues, j'ai gagné 8000 abonnés avec cette vidéo. Et en fait, c'était juste un extrait, tu vois, d'un truc anecdotique, tu vois, dans un meeting. Je peux te citer aussi un faux départ qu'il y avait eu au championnat de France élite l'année dernière, où Sacha Zoya, en fait, il a explosé son starting block et du coup, il est parti en retard, mais il a réussi à rattraper tout le monde, malgré le fait que le bloc se casse. Et il a réussi à terminer, je crois, 2e. Et en fait, cette vidéo, elle a cartonné aussi. Elle a fait genre 8 millions de vues. Donc en fait, parfois, tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Tu te doutes pas que ça va fonctionner et en fait, ça fonctionne. Ouais, je pense que c'est principalement ça. Il y avait aussi, j'avais fait partager aussi des championnats du monde de 100 mètres, mais des moins de 60 ans. Genre, en gros, c'est que entre 55 ans et 60 ans. C'est ce qu'on appelle les championnats du monde master. Et en fait, c'est un truc où les championnats du monde master sont totalement hors des radars. Personne ne regarde les championnats du monde du 100 mètres, mais encore moins les championnats du monde du 100 mètres moins de 60 ans. Je savais pas que ça existait, moi. Ouais, en fait, c'est chaque année. Là, je crois qu'il y a eu les championnats du monde il y a une semaine, tu vois. Et en fait, moi, j'aime trop mettre en avant. Tu te dis, un mec, un papy, il s'appelle Patrick, il a 58 ans, il s'entraîne toute la semaine et il va faire ses petits championnats du monde, tu vois. Et tu le mets en avant et je trouve ça incroyable. Il y a trop de belles histoires à raconter là-dessus, tu vois. Enfin, même en France, on a une fille qui s'appelle Nicole, qui est plus, je crois, elle a peut-être, je veux pas dire de bêtises, mais elle a plus de 50 ans et elle est comptable dans la vie, tu vois. Et à côté de ça, elle est sprinteuse, elle court plus vite que toi, tu vois. Et en fait, c'est ouf. Et en fait, elle est genre 5 fois championne d'Europe du 100 mètres et tout ça. Elle a le record du monde sur le 100 mètres, mais genre des moins de 55 ans, tu vois. Et en fait, tu fais une vidéo sur elle, je trouve que c'est trop bien à raconter, tu vois. Tu sais, c'est une vraie histoire, il y a une vraie profondeur, elle a une vraie personnalité et tout. Et tu vois, c'est le genre de contenu que j'aime bien partager, tu vois, les contenus qu'on n'a pas l'habitude de voir. Tu vois, c'est inattendu, là, pour le coup. Ouais, pour le coup, c'est inattendu. Après, là, je t'ai partagé vraiment les plus inattendus. Mais genre, les posts qui fonctionnent le plus, c'est souvent par exemple, quand quelqu'un passe la barre des 10 secondes, tu vois, ça, c'est un truc, c'est tellement élitiste. Tu vois, nous, en France, dans l'histoire de la France, il y a uniquement 5 personnes qui ont passé la barre des 10 secondes sur 100 mètres. Et l'année dernière, on en a eu un qui s'appelle Jeff Arius. Et du coup, j'avais fait plusieurs posts sur lui et ça avait bien marché à l'époque parce que forcément, ça a une grosse couverture. Mais il faut savoir qu'avant, quand un Français passait la barre des 10 secondes, il passait au journal de 20 heures, presque. Mais c'était ça. Là, aujourd'hui, il est passé la barre des 10 secondes. Il n'a pas fait le buzz. Tu n'en as pas entendu parler.
Bah voilà. Je te suivais pas encore à l'époque. Ok. Comment tu définirais du coup maintenant ta communauté sur Instagram? Est-ce que c'est des gros nerds du sprint ou est-ce que c'est des sportifs de manière générale? Enfin, en gros, est-ce que tu as l'impression d'avoir atteint ton objectif un peu dont tu me parlais avant? Moi, je définis ma communauté comme des gens actifs. Actifs dans la vie, pas forcément... Pas des branleurs. Si, il doit y en avoir quelques-uns. Mais en fait, déjà, je pense qu'il faut casser ce mythe du branleur. Je pense qu'on a tous été... En fait, je pense que c'est pour la vanne, j'adore les branleurs. Ouais, j'aime pas ce mot déjà, mais en gros, on a tous ce côté flemmard parfois. Et en fait, c'est ce que je veux, je veux déconstruire aussi, c'est que, tu sais, il y a personne. Moi, j'avais bien aimé le reportage d'Orelsan, tu vois. Je pense que tu l'as regardé, je sais pas si tu vois un petit peu. Où en fait, tu vois, Orelsan, c'est un flemmard aussi, mais c'est juste qu'en fait, c'est un mec qui sait se mettre des coups de pied aux fesses de temps en temps et qui se met au travail. Et en fait, ce côté flemmard, on peut tous être flemmard, tu vois, genre, tu vas te poser, tu vas regarder une série pendant 4 heures, tu vas être flemmard, tu vois. Peut-être qu'il y a peut-être une poignée de personnes dans le monde qui fait pas ça et qui est en mode grinta 7 jours sur 7. Mais je pense que c'est par période, tu vois. Et le fait de voir au quotidien, c'est pour ça que sur Insta, j'aime bien développer ça, de voir des gens qui se donnent les moyens et qui sont actifs, en fait, toi, ça te pousse à être actif. Et je trouve que les gens dans ma communauté, c'est beaucoup ça. T'as des sportifs, mais pas que. Comme je te dis, il y a un peintre qui m'a contacté il y a pas longtemps et qui me dit en fait que mon contenu, je sais pas comment, mais mon contenu le motive à faire plus de peinture. Et ça, je trouve ça, c'est hyper gratifiant pour moi et ça me renforce dans le fait que aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un levier énorme sur la vie des gens, mais très sous-estimé, je pense. En bien comme en mal. En bien comme en mal, ouais. En bien comme en mal. Et vraiment, ce côté où, quand tu es créateur de contenu, tu peux vraiment changer la vie des gens drastiquement sans t'en rendre compte. Et moi, en tout cas, les gens me font des retours et vraiment continuer. S'il y a des gens qui suivent et qui me suivent et continuent à me faire des retours, à me dire qu'une vidéo vous a donné envie de faire quelque chose, moi, ça me motive. Enfin, c'est mon feu, tu vois. C'est vraiment, ça alimente, ça met du bois dans la cheminée. Pardon. Mais ouais, c'est littéralement ça, quoi. Du bon foie dans la cheminée. Du bon foie dans la cheminée, ouais, c'est ça. C'est parfait. Tu te reposes quand, toi, du coup, avec l'organisation que tu décris au début? Tout le temps. Déjà, moi, il faut savoir, je peux pas vivre sans dormir moins de 8 heures. Genre, moi, si je dors pas un nombre suffisamment d'heures par jour, je peux pas vivre. C'est impossible. En fait, mon train de vie fait que si ma nuit n'est pas complète, j'ai essayé. Franchement, force à tous ceux qui arrivent à vivre avec 4 heures de sommeil. Franchement, bon courage. Vous êtes vraiment des vaillants. Moi, c'est impossible. Mais il y en a, ils y arrivent. Enfin, il y en a, ils sont gifted. J'en connais un, mon coloc, il dort. Bon, il peut pas faire ça toute l'année, mais je dirais, il peut faire une semaine et performer alors qu'il dort 5 heures, tu vois. Mais en fait, moi, ça me dégoûte. En fait, alors, ce que je pense, je sais pas si ça a été prouvé scientifiquement, je pense que oui, mais je pense que toutes ces personnes-là qui pensent pouvoir vivre, comme tu dis, ça dure pas sur le long terme. Et en fait, pour moi, c'est des années de vie que tu t'enlèves en bonne santé plus tard. Et c'est difficile de vivre à long terme sur ta santé, mais tu vois, j'ai déjà discuté avec des mecs qui dorment 5 heures et tout, et qui sont très bien et qui pensent que c'est très bien pour eux et tout, et peut-être que c'est très bien pour eux, mais pour moi, et j'en suis intimement convaincu, que c'est des années d'espérance de vie que tu te retires à terme, ou en tout cas d'espérance de vie en bonne santé, ou en tout cas que t'es pas à ton max. Tu vois, moi, en tout cas, je sais qu'en dormant comme ça, je suis à mon max tous les jours, et que et je le sens, si j'ai fait une mauvaise nuit, ou que si j'ai dormi genre 4 heures ou 5 heures, parce que je devais terminer un truc, ou je devais me lever hyper tôt pour prendre un train et tout, et ben je sens que la journée, je suis moins efficace. Elle est perdue. Ouais. Je sens que je suis moins efficace. Je sens que même dans mes phrases, je vais être moins efficace. Dans l'entraînement, je vais être moins efficace. Dans mes conférences, je vais être moins efficace. Au taf, je vais être moins efficace. Et en fait, je pense que c'est un choix. Est-ce que tu préfères dormir moins et être à 80% tous les jours, ou dormir plus? Certes, t'es à 0% pour une partie, mais t'es peut-être à 100% le reste du temps. Je sais pas. Moi, je pense que ça se discute en tout cas. Et moi, j'ai fait le choix en tout cas de préserver ma santé, parce que c'est le bien le plus précieux qu'on a, je pense. Moi, à la naissance. Je me sens à 50% moi quand je dors pas. Enfin, je pensais que t'allais dire un truc comme ça. Ah oui, mais moi sauf que moi c'est vraiment binaire. C'est pas je me sens un peu moins performant. C'est je sens que je suis arraché. Tu vois, avec ma journée, elle sert à rien presque. J'ai dit 80, mais peut-être c'est peut-être moi, 50. Ça dépend de la nuit, je pense. Mais oui, moi je suis moins. Déjà, d'un point de vue purement sportif, s'entraîner quand on est fatigué, c'est le meilleur moyen de se blesser. C'est le meilleur moyen de se blesser. Un athlète qui est fatigué, il est moins rapide. Un athlète qui est fatigué, il est moins performant. Performe pas, il se blesse. Ouais, et je pense que pour un créateur de contenu, je pense que tu es moins créatif en étant fatigué, je pense. Après, je sais que parfois, quand tu es mal, tu es aussi très créatif parce que tu es poussé dans tes retranchements et tout. Mais je pense qu'il y a une autre façon d'être créatif et tu n'es pas obligé de te mettre dos au mur avec 3 heures de sommeil pour être aussi efficace, je pense. En
tout cas, c'est peut-être la facilité, mais je pense qu'il y a d'autres moyens de le faire. Très clair, j'ai l'impression, et tu es la preuve vivante que tu as réussi à trouver une organisation qui permet de faire plein de trucs et de performer dans plusieurs disciplines en même temps. Un minimum, du moins. Un minimum. Tout en étant épanoui. Enfin, j'ai pas l'impression que tu sois au bord du burn-out. Là, j'ai l'impression que tu es à l'aise. Est-ce que tu as l'impression que là, ton mode de vie actuel est viable et que tu pourrais continuer 10 ans comme ça? Ou est-ce que tu as l'impression là d'être au taquet et qu'il y a un compteur? Tu vois ce que je veux dire? J'ai une théorie sur le burn-out, je pense. Je pense que ceux qui sont en burn-out, alors peut-être pas 100%, mais ceux qui sont en burn-out, c'est ceux qui manquent de sommeil. Je pense que c'est très difficile d'être en burn-out si tu dors bien la nuit, je pense. Après, il y a plusieurs raisons de mal dormir. Il y a peut-être l'organisation, il y a peut-être que tu as une vie ultra chargée, ou peut-être que tu as des problèmes mentaux qui fait que, ou des problèmes dans la vie qui te font moins bien dormir. Mais je pense qu'une des raisons du burn-out, c'est la fatigue, je pense. Et la fatigue surtout accumulée. Parce que tu peux être fatigué pendant 3 jours, mais si tu te fatigues pendant 3 semaines, je pense que c'est là les premiers signes de burn-out, je pense. Donc, est-ce que tant que je dors bien, j'ai envie de te dire non, je peux continuer comme ça. Je me vois bien tenir encore une Olympiade comme ça, voire 2 peut-être. Tant que je m'épanouis et que je prends du plaisir, encore une fois, si demain l'athlétisme me procure aucun plaisir, j'arrêterai et je ferai un autre sport. Parce qu'il y a forcément un autre sport. Enfin, il y a tellement de sports qui existent qu'il y en a forcément un autre qui va me plaire et qui va m'apporter autant de plaisir qu'aujourd'hui l'athlétisme m'apporte. Ce serait quoi? Tu sais, là, si t'arrêtes l'athlète, tu fais Déjà, j'aimerais bien essayer un sport d'équipe. J'ai jamais fait de sport d'équipe de ma vie. Donc peut-être un sport d'équipe. Donc si je pense à un sport d'équipe, ce serait le rugby ou foot US. Un truc rugby à 7, genre si tu t'amuserais bien. Foot à 7. Et si c'est un sport individuel, je pense un sport de combat. Genre un sport de combat, je sais pas lequel, mais un sport de combat. Ok. Pardon, je t'ai coupé dans ta réponse, mais... Ouais. Je sais plus ce que tu disais. Mais sur le burn-out. Du burn-out, ouais, mais... Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais... Ouais, je suis assez d'accord. Après, j'ai l'impression qu'au-delà du sommeil... Parce que déjà, le sommeil, effectivement, ça... Enfin, quand t'es ton propre patron, enfin, que t'es un dé, on va dire, c'est déjà plus simple à gérer. Mais je trouve que le stress, c'est quelque chose que parfois tu contrôles pas. Et quand t'as des moments à fort enjeu, alors c'est... dans le sport à haut niveau, c'est sûrement vrai aussi, mais il y a des fois, juste, tu contrôles pas quand ton corps stresse trop, ton mental, enfin des fois, juste tu dors pas. Mais c'est vrai que c'est. Je pense que je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est le sommeil, ouais, quand même. Parce que moi, la plupart des gens qui ont été en burn-out que j'ai rencontrés, c'est que des gens qui dormaient mal. Après, je dis pas qu'il y a corrélation ou causalité, tu vois. Oui. Mais souvent, c'est des personnes qui étaient très fatiguées physiquement et qui, même en termes d'hygiène de vie, n'étaient pas. En fait, ils n'avaient pas l'hygiène de vie à la hauteur de leur objectif pro, tu vois. Genre, t'as envie de percer, t'as envie d'avoir 1 million sur Insta, ou t'as envie d'être top 1 de ta discipline dans le sport, ou j'en sais rien, peu importe. Je pense qu'il faut que tu te mettes... tu sais, c'est un peu le process, quoi, le moyen et l'objectif. Je pense qu'il faut que tu mettes beaucoup d'efforts dans les moyens. Et moi, aujourd'hui, je mets plus d'efforts dans les moyens que dans mes objectifs, en fait. Et les objectifs, c'est un peu le résultat des moyens au quotidien, tu vois, un peu. Là, ça va être l'instant un peu hack tips. Est-ce que t'as des... Peut-être que t'en as pas, et juste, c'est bien dormir, et ce qui est déjà un bon conseil en soi. Mais est-ce que t'as des, je sais pas, des compléments ou... En fait, on veut tous trouver ce truc-là. En fait, j'en ai pas un, j'en ai 1 milliard. En fait, ma vie est une somme de hacks sur tout, en fait. Mais vraiment tout. Sommeil, alimentation, récupération, tout. Du coup, en fait, est-ce que tu micro-optimises un peu tout, auquel cas Moi, oui. Ouais. Je sais que pas tous les athlètes le font, mais moi, c'est comme ça que, genre, je me dis, il faut que je mette mon effort dans un truc. Et oui, moi, tous les jours, je découvre des nouveaux hacks. Après, j'ai la chance d'avoir un coach. J'ai rencontré un coach du coup, qui s'appelle Pierre-Alexis Giraud. Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Maintenant, on bosse ensemble. Et lui, il est vraiment dans ce truc-là de micro-optimisation. Et quand je l'ai rencontré, je me suis dit, en fait, c'est la personne qu'il me faut. Enfin, pour moi, c'est le meilleur coach de France et il sera le meilleur coach du monde parce qu'en fait, il faut le prouver. Quand tu seras top 1, quoi. Quand je serai top 1, et voilà, c'est ça exactement. Mais pour moi, c'est le meilleur coach de France, assurément. Et en fait, je suis persuadé que c'est le meilleur coach de France parce qu'il est en train de progresser encore. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment est dans ce truc du détail et de l'optimisation. Pas plus tard qu'hier, il m'a envoyé une fiche sur comment encore mieux optimiser mon sommeil, sachant que on l'avait déjà bien travaillé, mon sommeil, pour qu'il soit optimisé. Mais là, il m'a envoyé une fiche, un PDF de 2 pages où il me dit texto, et il a fait ça pour moi et les quelques athlètes qui sont avec moi, tu vois. Et en fait, on est vraiment dans cette micro-optimisation. Et en fait, souvent, les gens n'y croient pas parce qu'en fait, soit ils le font pas pendant suffisamment longtemps, parce que les micro-optimisations, tu vas pas sentir la différence du jour au lendemain, ça n'arrive jamais, ça. Tu vas les sentir sur 3 semaines, 3 mois pour certaines optimisations. Mais surtout qu'ils vont essayer un truc, et moi, j'en essaye 1000, en fait, tu vois. Il y a 1000 micro-optimisations dans ma vie, et c'est cette addition des 1000
qui font que ça peut avoir un effet ou pas, parce qu'on n'est pas tous réceptifs à certaines optimisations, à horizon 3 mois. Donc, est-ce que j'en ai? Est-ce que tu veux que j'en donne? C'est ça la question? Non, mais si jamais, je sais pas, si tu m'avais dit, ouais, moi j'ai un truc, je dis n'importe quoi, mais si tu m'avais dit, ouais, moi, telle dose de créatine, ça a changé ma vie, tu vois, j'en sais rien. Mais c'était au cas où il y avait vraiment un hack meilleur que les autres. Mais le sommeil, je suis d'accord avec toi. Si, je peux dire un hack, je pense. Après, je vous invite à vous abonner à ma page Insta, parce que j'en donne vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, je vais proposer, j'en propose vraiment beaucoup. Mais s'il y a vraiment un hack qui, je pense, est totalement sous-coté et décrédibilisé, je pense qu'aujourd'hui, on est tous en carence de protéines. Okay, je pense qu'aujourd'hui, la quasi-totalité, majorité des individus sur Terre ne mangent pas suffisamment de protéines par jour. Et en fait, souvent, à chaque fois que je discute avec quelqu'un, quand je lui dis « tu manges pas assez de protéines », il me dit « non, mais j'ai envie d'être trop musclé ». Ça, c'est le premier argument tout de suite, on me dit ça. 2, c'est du dopage. What the fuck? What the fuck? Le dopage. Et 3, non, mais par exemple, le petit-déj, ils disent moi, le petit-déj, je peux pas, j'ai pas faim le matin. Donc, tu vois, tu prends ces 3 trucs-là, tu consommes ton taux journalier, quotidiennement de protéines, ta vie va changer, mais assurément. Mais assurément. Et encore une fois, pas du jour au lendemain, sur le long terme et progressivement. Tu vas pas passer de 0 à 100 grammes de protéines en 2 jours. Vas-y progressivement, fais ça intelligemment, fais ça avec les choses que tu aimes, etc. Il y a plein de contenus maintenant qui existent sur ça. Mais vraiment, je pense que la protéine, c'est négligé. Mais encore une fois, c'est un parmi tant d'autres. Mais je pense que la protéine, c'est le truc qui m'a plus marqué quand je discute avec les gens. C'est de voir qu'ils sont à 15-20 grammes de protéines par jour. Et je trouve ça limite. Le bon ratio qu'on recommande en général, c'est entre 1,3 et 1,5 grammes par poids de corps. Si c'était un bourrin, tu montes à 2, mais en vrai, au-dessus, ça sert à rien, non? Non, non, ça dépend, encore une fois, de tes objectifs sportifs, de type de sport que tu fais. Moi, je suis effectivement aux alentours des 1,5 à peu près. Donc, c'est pour un sportif, il faut être plutôt aux alentours des 1,5. Quelqu'un qui est non sportif, il peut être aux alentours des 0,8, 1 gramme par poids de corps. Après, il y a des bodybuilders qui vont monter peut-être à 2, 2,5. Après, au-delà, ça peut devenir dangereux, au-delà de 4 grammes, je crois, et encore. Ça sert à rien. Moi, j'ai testé 2,5. C'est plus que ça sert à rien. 2,5, ça sert à rien, déjà. 2,5, c'est beaucoup. Il faut s'envoyer du poulet. Ouais, c'est ça. Ouais, 1,5, c'est bien. En fait, c'est plus, ça sert à rien que ça va t'apporter des effets négatifs, quoi. Tu vas juste ça aller rien, plus aux toilettes, c'est tout. Ouais, exactement. Grossièrement. Ouais. Tu vas juste les éliminer. Mais ouais, tu vois, j'ai l'impression que là, tu parles de plein de choses qui sont devenues normales pour toi, mais quand on parlait de hack ou de micro-optimisation, donc tu as parlé beaucoup du sommeil, mais tu parlais aussi au tout début du fait que tu avais une diète, mais j'imagine que du coup, tu comptes un minimum tes calories, peut-être pas dans le détail tes macronutriments et tout, mais un minimum en tout cas. Si alors, une diète. Je compte les macros. La majorité des gens ne le fait pas, tu vois. Oui, complètement. Là, on parle de compter les prods, mais en vrai, c'est parce qu'on est des nerds et que personne fait ça, tu vois. Ouais, mais je trouve que ça devrait pas être réservé aux nerds d'être en bonne santé. Je pense qu'aujourd'hui, être en bonne santé, c'est pas réservé aux go muscu, en vrai. Tu vois, aujourd'hui, être en bonne santé, c'est un truc qui devrait être normal. Tu vois, genre, on a normalisé le fait d'être en mauvaise santé et de ne pas prendre soin de soi. Et encore, je trouve que ça a changé, parce que aujourd'hui, t'as vu, t'as le running qui commence à arriver massivement, mais il y a même plein de créateurs de contenu qui se mettent au running. Et en vrai, je trouve que c'est cool parce que déjà, ils proposent une vraie valeur, tu vois, humaine derrière, je trouve, au-delà de leur contenu. Tu sais, genre en mode, si Instagram se coupe demain, je reste quand même un athlète qui court, tu vois. Il y en a certains, si Instagram se coupe, il n'y a plus rien. Donc, je trouve que c'est trop bien qu'il y ait de plus de créateurs de contenu qui se mettent à faire du sport, à mettre du running. Et juste, encore une fois, être en bonne santé ne devrait pas être réservé aux athlètes, en fait. Moi, j'essaie de bien m'alimenter, bien dormir et bien boire. Ça, c'est un truc... chaque individu qui, en tout cas, aime la vie devrait, en tout cas, prendre soin de sa santé. Ne serait-ce que pour continuer à vivre, en fait, tu vois. C'est intéressant. Bon, on va peut-être pas faire une discussion philosophique. Non. J'ai quand même envie de te poser la question. Tu penses que c'est dû à quoi, ça? Je pense que c'est de par les modes de consommation qu'on a qui font que t'es pas incité à performer, qui font que du coup t'es pas incité, tu vois, à faire des trucs qui sont considérés comme relous à faire, genre compter ses calories, genre compter ses macros. C'est une bonne question. Moi, je pense je le fais parce que j'ai envie de performer, tu vois, que ce soit mentalement quand je travaille, etc., ou physiquement un minimum pour pas juste aller en touriste à la salle, tu vois. Là, je vais te donner mon avis sur la question. Pour moi, il y a 2 explications à ça. La première, c'est je trouve qu'on est de plus en plus dans une culture de l'instant, où on veut être en bonne santé tout de suite, où on veut faire ça tout de suite, et on n'arrive pas à accepter que les choses prennent du temps. Tu vois, genre un arbre, ça pousse en 3 ans. Ma santé, pour être en bonne santé, c'est un truc c'est du quotidien, des petites actions qui font que tu seras en bonne santé à 35, 40 ans, tu vois. Et en fait, souvent, on a ce truc, mais je pense que c'est humain, c'est du plaisir instantané, dopamine, voilà. On veut les choses tout de suite. Et je pense que notre mode de vie actuellement
a fait qu'aggraver ce truc-là, qui en vrai, souvent les gens ils disent que c'est le 21e siècle, mais je pense qu'on a toujours été comme ça. Je pense que c'est inhérent à l'être humain et au cerveau de l'être humain et de récompense de dopamine qu'on a, qu'on a envie d'avoir les choses tout de suite. Mais je pense que notre société l'aggrave. Donc, c'est ce truc-là, je pense, sur la santé, parce que forcément, les efforts que je fais maintenant, c'est pour ma santé quand j'aurai 50 piges, tu vois. Et dire à quelqu'un de prendre sa santé maintenant pour qu'il soit en bonne santé dans 20 ans, tu vois, je pense que ce truc-là, il est perdu. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense que c'est vraiment la société de manière globale, les industriels qui nous ont vendu pendant 50 ans des produits dégueulasses. Je te rappelle qu'on vit dans un monde où il y a 50 ans, tu pouvais fumer au resto, tu vois. Dans l'avion, tu pouvais fumer au cinéma, tu pouvais... Enfin, je sais pas, il y avait même des médecins qui te prescrivaient de la clope, tu vois, pour des maux de gorge. Genre, les médecins, avant, ils pouvaient te prescrire, il y a des pubs, vous pouvez les retrouver, on va les afficher à l'écran. Avant, les médecins pouvaient te prescrire de la clope, tu vois. Et je trouve que c'est... Là, aujourd'hui, c'est plus insidieux parce qu'aujourd'hui, les marques, maintenant, elles sont un peu plus intelligentes. Elles vont te mettre des composants, des petits additifs que tu comprends pas. Tu vois, ça dépasse la cigarette. Maintenant, aujourd'hui, on te met des petits composants, etc. Du sucre en masse, etc. Des pesticides, tous ces trucs-là qui te permettent de consommer pour moins cher, plus sucré, plus salé. Et ça, c'est encore une fois ça revient un petit peu au levier 1 de la dopamine. Mais en fait, je pense que ces deux trucs cumulés font qu'aujourd'hui, les gens... Mais encore une fois, je pense vraiment que ça change là. Je pense qu'on est en train de changer. Après, je suis quelqu'un qui voit le verre à moitié plein, tu vois. Pour moi, il est à moitié plein, celui-là, même s'il est à moins de 50%. Mais c'est quand même plus que 0%. Et je trouve qu'il y a 5 ans, enfin, sur les 5 dernières années, on est vraiment en train d'évoluer. Je pense qu'il y a eu un air peut-être post-Covid. Je pense que le Covid a peut-être été un catalyseur de ce truc-là. Mais je trouve qu'aujourd'hui... Alors, dites-moi si je me trompe dans les commentaires, hein, mais aujourd'hui, je trouve les gens prennent de plus en plus soin d'eux, plus en plus de leur santé, et se disent en fait, mon corps, c'est quand même un truc cool que j'ai envie de préserver, tu vois. Donc voilà, après, on n'est pas tous athlètes, mais à notre humble échelle, chacun, on essaye de prendre soin de soi, et ça ne demande pas beaucoup d'efforts, tu vois, vraiment. Mais c'est sûr que c'est plus simple quand même avec un objectif, je trouve, donc sans même être athlète, comme tu l'as dit, mais je pense que si moi, j'avais pas la motivation de vouloir performer, moi, c'est plus pour performer dans le travail, enfin, tu vois, sur mes projets, ma boîte, etc. Mais si j'avais pas ça, je pense que je succomberais plus facilement à la facilité de tout ce que tu as décrit avant, c'est-à-dire la gratification instantanée et l'instant présent qui va à l'inverse de tout ça, quoi. Donc, ouais. Mais tu vois, les objectifs, tu le dis, c'est hyper intéressant parce que pour moi, l'athlète, ça a été un moyen pour moi de mettre un objectif dans ma vie à un moment où j'en avais plus trop, tu vois. Et en fait, ce qui est bien avec le sport, c'est que ça te permet de te fixer des objectifs. Et en fait, pour moi, un être humain qui n'a pas d'objectif, c'est le début de la dépression. Même quasiment, pour moi, quelqu'un qui n'a pas d'objectif, il est déjà en début de dépression. Tu as forcément des objectifs, on veut pas tous faire les JO, tu vois. Mais on a tous des objectifs en soi, soit professionnel, soit familial, soit amoureux, soit sportif, soit, je sais rien, ça peut être tout et n'importe quoi, soit construire sa maison, soit même, je sais pas, monter un meuble, tu vois, j'en sais rien. Ouais, mais plus ou moins long terme, il y a toujours un projet. À plus ou moins long terme, on a tous des objectifs. Et en fait, pour moi, je pense que, enfin, moi, en tout cas, je fonctionne comme ça, je fonctionne en objectif. Et l'athlète et le sport, je pense, c'est un bon moyen dans la vie de se fixer des objectifs. Et en fait, c'est aussi, pour moi, ça a été un moyen parce que j'étais en dépression avant ça, de sortir de ma dépression, ça a été d'avoir des objectifs. Parce qu'en fait, j'ai réfléchi ce qui m'empêchait d'avoir des objectifs, enfin, ce qui m'empêchait d'être heureux, et c'est de pas avoir d'objectifs. Je dis pas qu'avec des objectifs, vous serez heureux. Mais en tout cas, vous serez pas en dépression. Ça, c'est sûr. Bon, toi, du coup, on sait ce que c'est sur la partie sportive. Est-ce que tu en as d'autres ? J'aimerais bien avoir 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Sur Univers ou en cumulé ? Sur Univers. Okay. Sur Univers, ouais, j'aimerais bien. De toute façon, tous les liens sont en description, évidemment, pour ceux qui ne sont pas encore allés voir depuis le début. J'aimerais bien avoir 100 000. Je crois que je ne l'ai jamais dit publiquement. Du coup, là, c'est une exclue solo créa. Mais j'aimerais bien avoir 100 000. Je trouve que c'est un chiffre qui... Je sais pas, j'aime bien ce chiffre-là. Et en tout cas, moi, on ne l'a pas dit, mais du coup, tu m'as dit, j'ai fait 0 à 30 000, mais il faut savoir que j'ai beaucoup galéré au début. Je crois que j'ai fait de 800 abonnés à 10 000 de mars à septembre. Et après, de septembre à février, j'ai fait de 10 000 à 30 000. Donc, en fait, j'ai l'impression, enfin, je sais pas, peut-être que tu les connais un peu mieux que moi. Je trouve que les réseaux, c'est beaucoup plus dur au début, notamment Insta. C'est beaucoup plus dur au début de monter. Et après, je dis pas que c'est plus facile, mais en tout cas, c'est moins dur, en tout cas, je trouve. Je sais pas si tu as ce truc-là aussi. Mais... Alors, moi, j'ai aucun compte avec beaucoup d'abonnés sur Insta, donc okay. je saurais pas dire. Je suis dans une phase de lancement de 2 comptes actuellement. Donc, il y a mon perso via ce podcast-là que je viens de lancer.
Mais quoique, ça fait quand même 2 mois, ça fait plus de 2 mois, donc tu vois, tu m'as dit que tu étais passé de 0 à 10 en quoi? En 6 mois, du coup? En 6 mois. 5 mois? Oui. Ouais, 6 mois. Voilà. Donc, bon, moi, si j'arrive à reproduire ça, je serais content. Mais en tout cas, oui, je vois que la traversée du désert, comme je dis tout le temps, du début, là, elle est pas simple. Je trouve ça moins dur sur YouTube, tu vois. Alors que d'habitude, les gens disent l'inverse, mais je trouve que YouTube, c'est moins galère. Voilà, je sais pas. Là, ça, c'est ma 3e chaîne YouTube, du coup, en tout. J'en ai déjà monté, voilà, à 300 000, etc., même si c'était pas forcément moi dessus. J'en ai eu une au début où c'était moi. Ensuite, une où c'était pas moi, donc Best of Sardoche, voilà, pour ceux qui connaissent. Et une. Ah, c'était toi? Ouais. Non. Si, bah, en gros, t'as commencé par là, en gros. Best of Sardoche, C'était toi? Ouais. Mais je regardais de ouf. Ah bah merci. Non, bah, jure. Bien sûr. Ah, je suis choqué, mais les montages étaient trop bien en plus. Bah merci, c'est moi qui faisais toutes les vidéos. C'est ce que je te disais, c'est genre les 250 premiers best-of, c'est moi qui les montais. Après, j'ai délégué. Après, c'est parti en steak, j'ai fait une boîte de montage. Je peux voir de baiser comme disent les jeunes. Ah, attends, mais c'est trop marrant. Ouais, Okay. j'ai vraiment beaucoup regardé. Moi, je suis un gros nerd de League of Legends aussi. Hein. Ah, ok, ah bah. On pourra en reparler. Ouais, carrément. Non, mais par contre, je pense comprendre pourquoi Instagram est plus dur que les autres réseaux sociaux. Alors, c'est ma propre théorie. Hein. Tu me diras peut-être si d'autres gens sont d'accord avec moi. Mais en fait, sur Insta, prendre des abonnés, c'est beaucoup plus dur que sur les autres réseaux sociaux parce qu'en fait, sur Insta, les gens déjà ont l'abonnement moins facile parce qu'ils sont beaucoup plus regardants par rapport à la ratio abonné-abonnement. Alors sur TikTok, je vois, il y a des gens, je consomme pas trop TikTok, mais je connais des gens, ils ont peut-être 10 000 abonnements, tu vois. Enfin, 10 000 abonnements. Ouais, c'est solide. 10 000 abonnements, ouais. Tu vois. Donc c'est énorme. Alors que sur Insta, les gens sont très regardants par rapport à la ratio abonné-abonnement et ils se désabonnent. Ça aussi, c'est un truc. Les créateurs m'ont dit qu'ils perdaient chaque mois entre 1000 et 5000 abonnés. Toi, les gens se désabonnent. Si tu leur plais pas, Insta, c'est la loi de la jungle, quoi. Ouais, Insta, si je plais pas à quelqu'un, ou s'il y a un contenu qui va pas lui plaire, il va se désabonner tout de suite. Toi, il y a des vidéos où j'ai parlé d'un sujet, les gens se sont désabonnés, parce qu'en fait, les gens, ils se disent, ah ben non, je me désabonne. Et en fait, c'est ce truc où un abonné n'est jamais vraiment acquis sur Insta. Et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, 10 000 abonnés sur Insta, ça vaut pas 10 000 abonnés sur TikTok, en termes de business. Souvent, je vois les gens, ils ont un ratio x10, x15 en termes d'abonnés par rapport à Insta et TikTok. Même en termes de business, ça se valorise x5 à peu près de ce que me disent. Ok, merci pour la stat, je savais pas non plus. En moyenne, hein, sur les revenus, c'est que pour un même... x5, ok. Ouais, c'est x5, ouais. Ok, ça m'étonne pas, du coup. Et sur YouTube, c'est pareil aussi ou pas? YouTube, ça dépend vraiment des niches, j'ai l'impression. Okay. Et de l'ancienneté aussi, parce que pour le coup, il y a les abonnés fantômes sur YouTube, pour le coup, c'est plus... Ah ouais. Enfin, tu vois, il y en a énormément aujourd'hui des chaînes qui ont des millions d'abonnés et qui font 20 000 vues, tu vois. Ah, énormément. Voilà, il y a pas que ça non plus, mais je dis, en tout cas, moi, ça m'arrive régulièrement de tomber. En fait, surtout les créateurs YouTube à l'ancienne qui étaient à leur prime, tu vois, en 2015, dans le tas, il y en a plein qui aujourd'hui font beaucoup moins de vues, tu vois. Mais qui souvent, du coup, se sont reportés sur d'autres plateformes qui marchent potentiellement bien, soit sur TikTok, soit sur Insta. Mais ouais. Mais en tout cas, ouais, entre x5 et x10 pour effectivement entre Insta et TikTok, sur la difficulté à faire, à acquérir un abonné, et au niveau aussi de sa valorisation, on va dire, financière auprès des marques, etc. Donc, tu avais le bon ratio, en fait. Voilà. Et justement, en parlant de revenus, comment est-ce que tu vis aujourd'hui, toi donc tu l'as expliqué, voilà, que tu vivais pas aujourd'hui de la création de contenu. Pourtant, voilà, tu gardes la même motivation, le même plaisir à le faire, donc c'est trop cool. Mais donc aujourd'hui, qu'est-ce qui te permet comment tu vis tout simplement? Ouais. Moi, jusqu'à septembre de l'année dernière, je travaillais encore pour une boîte. Donc j'avais un contrat quasiment à temps plein. Donc en tant qu'ingénieur, moi je travaille pour ceux qui ingénieur consultant, on va dire, dans la décarbonation. Ça parle pas trop, mais en gros, je travaille plutôt aux enjeux sur les questions d'énergie, on va dire, sur l'énergie, pour simplifier un petit peu. Et donc du coup, ouais, c'était ma principale source de revenus, ma seule source de revenus. Et là, depuis maintenant, je suis plus sur une activité où je suis à mon compte, donc ce qui me permet d'avoir plus. En fait, d'abord, c'était surtout pour être un peu plus flexible vis-à-vis de l'athlétisme, parce que du coup, avoir une récurrence quand tu as un entraînement, quand tu as des entraînements, des compétitions, etc., c'est assez compliqué. Donc, avoir cette flexibilité un peu que offre l'entrepreneuriat, ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Moi, à terme, j'aimerais bien créer ma propre entreprise, entre guillemets, en tout cas mon propre projet. Même si aujourd'hui, j'ai lancé des projets, mais qui ne sont pas pour moi des projets plus passion, engagement. Ce pas des projets, on va dire, qui ont pour but d'être lucratifs pour moi, en tout cas. Mais ma principale source de revenus, c'est mon rôle d'ingénieur, donc auprès des entreprises. Donc, aujourd'hui, je fais plus une activité de consulting sur la partie... je vais chez des entreprises, je fais des conférences, je fais des ateliers, je fais des missions d'accompagnement sur des process, des operating process très précis. Donc c'est très anglais, c'est très non, je rigole pas pour ça, c'est juste que ça me fume que là on est parlé pendant 1 heure de sport
de haut niveau, tu vois, et de réseaux sociaux où on voit que, enfin, tu vois, c'est déjà 2 métiers en un, et que là, tu me rajoutes ça au calme. Ouais, ça me fait rire, c'est tout. Ouais, ma casquette, c'était ça. J'étais plus responsable des opérations pour une entreprise où, en fait, moi, j'étais plus sur le volet environnemental. Donc, comment tu accompagnes les entreprises dans leur transition écologique, au respect, notamment au regard des normes qui sont en train d'évoluer, aussi sur la partie bilan carbone pour ceux dont ça parle. Donc, c'est la mesure essayer de mesurer, quantifier, d'un point de vue vraiment concret, les émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise. Ou d'une société, par exemple. Voilà. Ouais, très clair. Comment elle s'appelle, la boîte de Jean Covici qui fait ça déjà? The Shift Project. Enfin, en gros, il a deux entreprises. Project, c'est ça. Ouais, et l'autre, c'est Carbon 4. Ouais, voilà, c'est ça. Je pensais à ça. Mais donc, c'est ce marché-là, en fait. C'est exactement ça. Moi, je travaille avec The Shift Project, notamment. On a fait une conférence avec Jean-Marc Jancovici. Peut-être que vous mettrez la vidéo ici. Ah, c'est vrai? J'en ai, ok. La vidéo, elle est dispo sur mon compte quelque part. Je te l'enverrai. J'ai eu la chance de faire des conférences avec lui, même récemment, sur le côté santé et sur le côté sport. Je travaille beaucoup avec ses équipes, pas lui parce qu'il est plus président, mais plus ses équipes sur la partie opérationnelle, sur comment on va essayer de quantifier les émissions de gaz à effet de serre d'un secteur ou même d'une entreprise. Donc ça, c'est vraiment mon activité principale, en tout cas rémunératrice. Trop intéressant, ok. Mais, et j'en parle un peu parfois sur les réseaux sociaux, mais de manière très succinct. Ouais. On peut faire une parenthèse sur ça, climato-sportif, j'imagine que du coup, il y a le pont avec tout ce qu'on a dit est logique maintenant. Complètement. En gros, je suis devenu écolo et je faisais du sport à côté. Après, moi, j'aime pas trop le terme écolo parce que pour moi, il est très porteur de clichés, très connoté négativement, alors qu'en fait, je suis juste quelqu'un qui veut qu'on soit tous en bonne santé à 30 ans, tu vois. Enfin, c'est vraiment ça. Ça revient un peu à ce qu'on disait au début. Tu vois, être écolo, pareil, ça devrait pas être... on devrait pas être... Enfin, l'écologie, c'est l'affaire de tous, tu vois. Genre, c'est l'affaire de toi, c'est l'affaire des équipes techniques qui sont là, et merci à vous. C'est l'affaire des gens que je croise dans la rue. En fait, c'est simplement préserver la terre propice à l'activité humaine et même la santé humaine. Donc, en fait, c'est simplement ça, en fait. Une fois qu'on a dit ça, par exemple, on dit il faut sauver la planète. La planète, elle ira très bien sans nous. Attends, c'est sauver les gens qui sont sur la planète qui est important. En tout cas, c'est purement égocentrique, en vrai. Enfin, anthropocentrique, du coup, parce que c'est l'être humain derrière. Mais ouais, donc je suis devenu écolo, mais parce que pour moi, on devrait tous l'être, entre guillemets. Et du coup, simplement, je me suis dit, comment, avec des potes, on s'est dit comment potentiellement essayer de convaincre les gens de l'être avec d'autres moyens, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des choses on fait des documentaires, on fait des trucs, ça marche pas pour certains. Le sport, ça peut être une solution. Du coup, c'est en ce sens qu'on avait créé cette asso, c'était pour essayer de se servir du sport, pour essayer de faire passer des messages. Parce que historiquement, le sport, il a servi à ça, faire passer des messages en vrai. La plupart des sportifs dans l'histoire, ils ont fait passer de très très gros messages sur le racisme, sur le droit des femmes, sur le droit des enfants, sur l'harcèlement sexuel, sur l'harcèlement moral au travail, enfin ce que tu veux, bref. Le sport, c'est un vrai porteur de messages et de belles valeurs. Et en fait, on s'est dit, pourquoi pas se servir du sport pour l'infuser dans l'écologie, quoi. C'est simplement ça, c'est ça un peu le deal de Climato Sportif. On en a un peu moins parlé, parce que c'est vrai que vous êtes plusieurs. Vous êtes combien aujourd'hui dessus Là, aujourd'hui, une quarantaine. Aujourd'hui, sur Climato Sportif, une quarantaine d'adhérents à peu près, avec, on va dire, une 15-20 de membres très actifs qui, au quotidien, essayent de faire des choses, se bouger pour faire des trucs cool. Trop cool. Bon, encore une fois, voilà, tous les liens, on fera un rappel à la fin, mais tous les 3 liens sont en description, évidemment. Mais voilà, moi je voulais parler principalement aussi de l'univers et de Sprint Nation, parce que c'est là où toi t'es le plus actif, quand même, très largement. Bien sûr. Ok, donc aujourd'hui le gros de ton revenu, pour revenir sur ce sujet-là, c'est du coup ton activité de consultant. Exactement. / ingé. Et est-ce que du coup il te faut quoi? Enfin, ton objectif aujourd'hui, c'est de vivre du sport à la place, ou du sport et des réseaux, ou plutôt des réseaux? C'est quoi ton objectif d'un point de vue vraiment financier, ta dream situation, on va dire? Ma dream situation. Moi, après, j'ai toujours été ma dream nation. C'est ça que je veux dire. Moi, j'ai toujours été touche à tout. Donc, moi, un monde où je m'épanouis, c'est un monde où je fais toutes ces choses-là. Après, c'est sûr, forcément, j'aimerais bien. C'est du temps. J'y consacre beaucoup de temps, la création de contenu. Pour ceux qui savent faire des vidéos tous les jours, créer des contenus, trouver de nouvelles idées, les écrire, les monter, etc., les tourner, c'est des vrais process qui prennent du temps. Donc, j'aimerais bien potentiellement en tirer de l'argent derrière, que ce soit sous forme de dotation, des marques qui pourraient être intéressées de travailler avec moi et qui sont alignées avec moi, pourquoi pas. Sur des concepts aussi, j'aime bien aussi créer des concepts. Une marque me contacte, je ne l'ai pas encore fait, mais j'aimerais bien le faire. Une marque me contacte et on crée un concept ensemble, tu vois. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien autour du sport ou du sprint. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Ouais, il y a des trucs à faire. Ouais, je pense. Surtout courir vite, c'est facile à vendre, tu vois. Enfin, je trouve. Enfin, tu vois, il y a des sports, c'est plus compliqué. J'ai la chance d'avoir un sport. Mon sport, c'est courir vite et être le plus rapide possible. Donc, tu vois, ça se brande assez bien, on va dire, par rapport à. Je vais pas citer d'autres sports, je vais me faire d'ennemis.
Je vais pas me faire des nuits. Mais ouais, donc ça, j'aimerais bien potentiellement en vivre. Mais je pense qu'il faut peut-être que j'augmente mon audience aussi un petit peu. Après, ça va dans le bon sens. Je veux pas vivre pour les abonnés à tout prix. Comme je t'ai dit, je suis très drivé par le plaisir. Ouais, et aussi, peut-être, enfin, actuellement, je suis en train de le développer. Je sais pas si quand le podcast sortira, ça sera sorti ou pas, ou si j'aurai abandonné le projet. Mais j'aimerais bien proposer une offre de coaching pour ceux qui veulent faire du sprint. Parce qu'en fait, je reçois énormément de DM tous les jours, de gens qui me demandent ma programmation à la salle, comment je m'entraîne, comment je fais ci, comment je fais ça. Et ils demandent des conseils, ils me demandent de review leurs vidéos, ils me demandent de faire ça. Aujourd'hui, je le fais de manière bénévole. Voilà, j'aimerais bien potentiellement, en vrai, déjà aider les gens, parce que je trouve que j'ai énormément, comme je t'ai dit, de micro-optimisation qui peuvent vraiment servir aux gens et que je pense que je peux vraiment apporter de la valeur aux gens sur le côté perf, tu vois, aider les gens dans leur objectif plutôt qu'ils stagnent, les aider à être en meilleure santé, etc. Et aussi démocratiser le sprint pour que, en vrai, pour moi, je crois vraiment que le sprint va devenir une vraie tendance dans les prochaines années pour tous les go muscu qui s'ennuient et qui ont envie d'avoir un corps fonctionnel. On l'a vu avec le Hyrox en ce moment qui prend vraiment un gros buzz parce qu'en fait, les gens se rendent compte qu'aller à la salle sans objectif. Après, les gens qui ont des objectifs à la salle, c'est cool. Mais au bout d'un moment, tu tournes un peu en rond entre les machines, voilà. Et avoir un objectif qui te permet d'avoir un corps esthétiquement, parce qu'en vrai, dans les sprinters, globalement, on a tous des corps qui sont assez esthétiquement, voilà, comment le dire, appréciables. Sec. Sec. Ouais, faut être très sec pour courir vite, soit les mecs comme les meufs. Et en vrai, le sprint, si ça te permet aussi d'avoir des objectifs qui sont quantifiés et que tu peux avancer, tu vois, pourquoi pas. Et il y a plein de gens qui me demandent, ouais, j'ai envie de tester le sprint, par quoi je commence? L'idée serait aussi de leur répondre à ces gens-là, au-delà des DM qui me prennent beaucoup de temps aujourd'hui, quoi. Ça me rassure presque que tu me parles de ça. Enfin, tu vois, je savais pas pour le coup que tu réfléchissais à ça, mais c'était littéralement mon point d'après. J'allais te demander si tu n'avais pas déjà pensé à faire du coaching, parce que tu perfs sur même, je veux dire, professionnellement, je veux dire, la carrière que tu as de consultant RG, pour certains, ça peut être déjà une perf en soi, tu vas d'arriver à ce niveau-là. Mais je veux dire, et en plus, tu as du coup une expérience dans ce milieu-là du consulting et du coup, d'accompagner des gens ou des entreprises. Tu perfs dans le sport, même sur la création de contenu, je pense que tu as plein de choses à apprendre sur beaucoup de personnes qui voudraient se lancer dans une niche, tu vois, dans une discipline ou autre, tu vois, sur Instagram. Et donc en fait, depuis tout à l'heure, je me dis mais on parlait de revenus, je me disais mais juste pourquoi t'as pas une offre comme ça? Donc tu y réfléchis sérieusement. Là c'est tout récent. Il y a beaucoup de gens qui, rien que sur la partie sportive, je pense qu'il y a plein de gens. En fait, vraiment, c'est venu bénéficier de tes conseils. C'est venu vraiment parce qu'il y a énormément de gens qui me demandent tous les jours. Vraiment au quotidien, je reçois au moins un DM de quelqu'un qui veut en apprendre un peu plus sur ce que je mange, sur ce que je bois même, tu vois, un peu tout, tu vois, comment je dors, comment j'optimise ça, ça. Donc en vrai, c'est vraiment pour répondre à cette demande-là qui est forte. Après, je sais pas si c'est des gens qui vont acheter mes programmes plus tard, j'en sais rien, ça on verra. C'est un bon signal, c'est qu'en général, quand tu as une demande sans rien faire par jour, c'est qu'en général, il faut y aller. Il y a beaucoup de gens qui me demandent. Après, moi, j'aimerais bien les aider. Mais après, je vais pas te mentir, et ça, peut-être, je sais pas comment dépasser ça, mais j'avais ce syndrome de l'imposteur en mode je suis personne pour apporter de la valeur à des gens, tu vois. Et c'est à force que les gens me disent mais non, mais tu te rends pas compte, machin et tout. Et au quotidien, on me le dit, mais j'arrive pas à l'entendre. Genre, tant que j'ai pas fait médaille olympique sur 100 mètres, pour moi, j'ai pas de conseils à apporter, tu vois. Et je sais que, tu vois, là, aujourd'hui, j'ai le recul nécessaire pour te dire que c'est faux. Mais pendant des mois et des mois, je me disais, si j'ai pas tant d'abonnés ou tant un chrono suffisamment conséquent, podium olympique, ou des vrais résultats concrets, ouais. Genre, pour moi, je suis pas crédible, tu vois. Genre, je me dis, mais j'avais peur que les gens disent, mais pour qui il se prend, lui, il est en 10-60, il apporte des conseils et tout. Tu vois, genre, j'avais ce truc-là vraiment hyper poussé, je pense, que j'ai depuis que je suis petit. Et en fait, là, je suis en train de le dépasser au quotidien. Tu vois, c'est vraiment du jour le jour, là. Et là, donc là, je suis en train de designer une offre que j'ai finalisée cette semaine, en tout cas sur la forme, sur le fond, pardon. Et là, sur la forme, donc, je vais essayer de travailler un truc pour essayer de la proposer à un maximum de personnes. Donc, peut-être que quand le podcast sortira... Pour le sport, pour le sprint, en gros, l'idée, c'est vraiment ça pour moi, l'axe au début, parce que c'est la demande que j'ai le plus conséquent aujourd'hui. Mais c'est vrai que maintenant que tu me dis sur la partie... moi, j'ai fait une classe préparatoire. Force à tous ceux qui sont en classe préparatoire. Vraiment, force à vous. Parce que c'est vraiment hyper intense. Et moi, le sport et mon hygiène de vie que j'avais pendant la prépa, c'est ça qui m'a vraiment permis de performer, tu vois. Enfin, moi, j'ai vu la prépa comme je vois le 100 mètres aujourd'hui, c'est la même chose. Même mon taf. Le mec trop chiant à être avec... Non, mais je veux dire... Tu veux pas être avec lui en prépa. En prépa, mais... Tu veux pas que ça dans ta promo. J'allais 1 heure... J'avais les clés de la salle. J'allais 45 minutes avant le coup d'envoi, j'allais dire. Tu vois, vraiment, le coup d'envoi des cours.
Enfin, j'avais acheté une voiture, j'avais passé le permis exprès parce que le train, ça me prenait trop de temps. Mais ça prenait de l'énergie, en fait, tu vois. Parce qu'en prépa, t'étais fatigué, être en bonne santé en prépa. Même la créatine, et les gens en prépa prenaient de la créatine. La créatine, c'est bon pour les muscles, mais le cerveau est un muscle, en fait. Les gens ont tendance à l'oublier. La créatine a autant d'effets bénéfiques sur le corps que sur les effets cognitifs. Tu vois, les gens en savais même prépa, pas, tu vois. mais prenez de la créa, vraiment. Solo créa. Oh, le pont. C'est le créatine, c'est ça? Ouais, Solo créatine. exactement. Solo créatine. Je suis mort. L'émission des Gomiscu. On va lancer un nouveau podcast Solo créatine. Ah, c'est ici, Solo créatine, merci. C'est ouf. Ah, mais tu vois, je savais même pas en vrai pour la créatine. Non, la créa, ouais. En vrai, si on parle de hacks, de tips, etc., bon, moi, pour le coup, voilà, niveau sportivement, etc., je suis personne pour donner des conseils, mais je sens une vraie diff, en tout cas, quand je Dépassement. prends de la. Toi aussi, t'as syndrome de l'imposteur, toi. Bah, Parce que j'ai vu ton triceps et t'es pas personne. bah, merci, je suis honoré, mais en tout cas, moi, la créatine, c'est ça que je veux dire, c'est que je sens la diff, tu vois. Quand j'arrête d'en prendre parce que je suis en vacances ou quoi, je sens que. Mais tu sens la diff visuellement? Visuellement ou physiquement? Franchement, les deux, genre, Ok, même d'accord, en termes ok. de force, enfin, tu sais, de. Ok. Non, Tu la vois, quand créatine. je sens que quand je fais des séances, si je fais 2 semaines sans créatine, tu vois, je vais galérer, je vais même pas réussir à refaire mes séries avec mes poids habituels. Bah, tu vois, par exemple, j'ai un truc sur la créatine. Parce que la créatine, pourquoi c'est pas un produit dopant? Parce que, en fait, la créatine pourrait être un produit dopant. En soi, c'est dopant. Genre, en mode, ça améliore tes performances. Sauf que pour qu'un produit soit dopant, faut qu'il réunisse au moins 2 conditions sur ces 3 conditions. Et ça, les gens ne savent pas. C'est que la première, il faut que le produit ait un effet prouvé sur les performances. Donc, la créatine, oui. La deuxième chose, il faut que ça soit contraire aux lois du sport, donc aux valeurs du sport. Ça, c'est un truc qui est un peu moins quantifiable ou mesurable. Ça, c'est vraiment, voilà. C'est ça, ouais, c'est sujet à discussion, ça C'est dépend sujet à des époques. discussion, c'est Ouais. sujet à discussion. J'aurai un exemple pour toi après. Et la troisième chose, c'est qu'il faut que le produit soit dangereux. Donc, un produit qui est dopant, c'est un produit qui respecte ces 2 sur ces 3 conditions. Désolé, c'était pas efficace que la manière dont je l'ai présenté, mais faut que ça soit, c'est que ça améliore tes perfs. Faut que ça soit contraire aux valeurs du sport. Il faut que ça soit, j'ai oublié le troisième, Dangereux. tu vas le dire, dangereux. Voilà, c'est ça. Donc ça, si ça réunit 2 conditions sur les 3, ce produit est considéré comme dopant. Et par exemple, la marijuana, ça, c'est dopant. Ah, parce que ça améliore pas les perfs, mais par contre, ça Mais c'est contraire aux valeurs du sport et c'est dangereux. Ouais. Et on a eu un exemple, Sha'Carri Richardson, au JO de Tokyo, elle s'est fait disqualifier et contrôler positif à la marijuana parce qu'elle en avait pris parce que sa mère était décédée et du coup, humainement, elle avait besoin, enfin en tout cas, c'est ce qu'elle a dit, elle avait besoin de ça pour, voilà. Mais elle s'est fait bannir, mais pas parce que ça allait améliorer ses perfs, mais parce que c'était contraire aux valeurs du sport et que c'était dangereux. Et en fait, la créatine, aujourd'hui, elle n'est pas dopante parce que c'est pas contraire aux valeurs du sport. Si un jour ça le devient, ça peut changer. On n'est pas à l'abri que la créatine devienne dopante. C'est arbitraire, en fait. C'est plus ou moins arbitraire. Il faut faire des études, c'est des sociologues derrière, tu vois. C'est plus ou moins arbitraire. Mais oui, on est d'accord, sur les 3, c'est le plus difficilement mesurable. Mais du coup, la créatine, ça améliore tes perfs. Ça a été prouvé, c'est le produit le plus prouvé scientifiquement qui améliore les perfs des gens. Mais c'est pas contraire aux valeurs du sport et c'est pas dangereux. Donc du coup, la créatine n'est pas dopant. Ah, c'est pas dangereux. J'allais te poser. Bah oui, forcément, si ça Non, remplit pas d'eux. non, la créatine, ouais. c'est pas dangereux. Ok. La créatine, Bah ça, c'est faut la en diff. prendre, Parce que par exemple, on pourrait se demander, parce que du coup, pour ceux qui savent pas, la créatine, c'est c'est quelque chose qu'on retrouve de manière naturelle dans les aliments, comme c'est la viande, je crois, quand on mange. Principalement la viande. C'est juste que c'est en très très infime Faible quantité. Et surtout, la qualité de la viande aujourd'hui a nettement baissé par rapport à avant, ce qui fait que les macros et les micros que tu retrouves aujourd'hui dans les aliments, tu les trouves en beaucoup plus faible quantité et aussi ils sont moins biodisponibles. Là, on est sur Solo C'est ce que Créatine. j'étais en train de faire. On va revenir sur Solo Créatine. Mais je m'en fous, c'est ma chaîne, on parle de ce qu'on. Désolé. Non, mais c'est parfait. Et en vrai, je veux dire, voilà, c'est l'intérêt aussi. Après, encore une fois, être en bonne santé, ça devrait intéresser tout le monde, pas les muscu. Mais oui, voilà. Donc, non, mais c'est méga intéressant. Mais donc, ouais, la diff, en gros, pour conclure juste sur ça, la diff, par Même exemple. pour avoir 1 million d'abonnés, il faut être en bonne santé, je pense. Oui. Je pense. Hein. Si tu On veux va être, essayer de trouver un meilleur exemple. créateur de contenu, Oui. il faut que tu sois en meilleure santé, je pense. Hein. Bah oui, Après, performer j'aimerais- dans la création, c'est performer tout court. Je pense. C'est un métier difficile, quoi. Faut être inspiré, discipliné. C'est un métier où tu dois être bon Ouais. sur la durée. Ouais. Tu vois, et être bon sur la durée, c'est forcément il y a forcément de santé Ouais. derrière, quoi. Moi, je reviens sur ça juste après parce que quand on parlait de coaching et tout, moi, c'est un truc, en tout cas pour lequel, moi, qui m'intéresserait et sur lequel je voulais te lancer aussi. Mais donc, juste pour avoir ton avis sur ça, donc, il y a des produits, si on prend la marijuana par exemple, c'est pas un produit même naturel, enfin, c'est pas quelque chose que tu consommes, on va dire, ou qui se trouve naturellement dans ton corps. Ouais. Ou alors, vraiment, il me manque une grosse info. Mais par exemple, la testostérone, c'est full dopage, on est d'accord. Ouais. Si tu prends de la testo, tu te dopes. Ouais. Bah, en fait, Alors tu que vas c'est un prendre, élément tu vas naturel. prendre des stéroïdes anabolisants qui Ouais. vont être dangereux, qui sont contrairement au Pour booster ta contraire testo, au ouais, c'est du vrai que sport. j'étais pas précis. Ouais, c'est ça. Mais
Mais déjà, il faut déconstruire le mythe du fait que si tu prends un stéroïde, tu vas être forcément bon. Tu vois, genre ça, c'est un truc. Ouais, mais c'était pour expliquer la diff entre. Ouais, parce que moi, je te donne l'exemple, je sais pas, même de ma mère, tu sais, elle me voit prendre la créatine, elle est en mode, mais tu te fous le dope et tout. Je suis en mode, non. Mais parce que tu vois, pour quelqu'un. Mais parce que c'est contraire au vers du sport et c'est dangereux. Oui, voilà. Mais ça améliore les perfs, oui, mais c'est tellement dangereux. Enfin, à 35 ans, tu peux. On a la. Bon, je sais pas si je devrais le dire un peu. Non, en gros, le record du monde du 100 mètres féminin ne sera jamais battu. Enfin, en tout cas, on croit qu'il va être jamais battu. Ça, c'était le sujet d'une vidéo. Peut-être que la vidéo sera sortie d'ici là. Mais en gros, la personne qui a fait le record, elle s'appelle Florence Griffith-Joyner. C'est une américaine. Donc c'est il y a très longtemps. Et en fait, elle a couru, je crois, en 10,47, il me semble. Donc c'est un chrono qui est déjà énorme. C'est plus rapide que moi. Alien. Et en fait, le truc, c'est qu'à l'époque, on va dire, les contrôles antidopage n'étaient pas aussi sophistiqués qu'aujourd'hui. Et ce qui fait qu'elle n'a jamais été contrôlée positif. Donc, on ne sait pas si elle a vraiment été dopée. Mais par contre, on sait qu'elle est morte à 38 ans d'une crise d'épilepsie dans son sommeil. Et un des effets négatifs des stéroïdes anabolisants, c'est que tu peux faire des crises d'épilepsie et que tu peux décéder avant 40 ans. Et en fait, elle, c'est ce qui est arrivé. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas la preuve scientifique ou la preuve concrète qu'elle a été contrôlée positive. Donc, les gens ne veulent pas la bannir, mais il y en a d'autres qui disent, ouais, mais, enfin, surtout les femmes, elles disent, et il y a beaucoup de gens qui disent, en fait, on pourra jamais battre ce record, du coup, ça n'a pas de sens de le garder. Mais de l'autre, ils disent, ouais, mais on peut pas prouver qu'elle était positive parce qu'elle est décédée aussi, parce qu'elle n'a pas été prouvée, tu vois. Donc, c'est ce genre de scandale qu'il y a eu. Il y a eu ça aussi sur d'autres disciplines. Mais le plus marquant, c'est le record du 100 mètres féminin, qui, aujourd'hui, on ne sait pas s'il sera battu, tu vois. Et il y a eu ça sur d'autres disciplines féminines, notamment. Et là, aujourd'hui, on a globalement un record quand il dure plus de 30 ans, c'est bizarre. Surtout dans notre monde où genre, tout est en train d'être optimisé en termes de récup, perf, etc. Si un record dure, il faut se poser des questions. Méga intéressant. Ouais, j'avais pas du tout l'info, tu vois. C'est très intéressant. Ok. Je disais juste avant, pardon, je voulais revenir sur la partie coaching et tout ça. Moi, ce que je trouve particulièrement, donc bon, je l'ai dit plein de fois, voilà, mais pour le coup, je trouve ça vrai. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus chez toi, c'est ta capacité justement à performer dans plusieurs disciplines comme ça et sur la durée. Parce qu'à la limite, on va dire, si tu tapes une déter, on va dire par exemple sur tes comptes Instagram, tu pourrais te dire, vas-y, je fais que ça pendant 1 an et atteindre ce niveau-là. Le sport, c'est déjà plus compliqué, mais je veux dire, le fait que tu arrives à faire ça en parallèle, en plus de ton métier d'ingénieur et consultant, qui quand même, c'est assez prenant, voilà, pour ceux qui connaissent un peu le milieu corporate, on va dire. Enfin, moi, c'est ça qui m'impressionne, tu vois. C'est pour ça que je te parle depuis tout à l'heure de hack et de trucs comme ça, c'est parce que j'essaye de déceler la méthodo que t'as qui permet ça. Donc, on va pas revenir dessus, mais je veux juste dire que je pense que ça intéresserait. Moi, ça m'intéresse beaucoup de comprendre un peu comment les profils comme toi arrivent à tenir, à performer sur plusieurs disciplines sur la durée comme ça. Parce que c'est ce que j'essaye de faire sur d'autres disciplines, mais j'arrive, en général, au bout de 6 mois, je m'essouffle, tu vois. Donc, un des arguments de mon programme, c'est comment performer dans la durée. Parce que si tu tapes une déter sur 3 semaines, souvent, en fait, il y a des gens qui commentent mes posts et vraiment, je vous regarde très fort, qui me disent, moi, si je m'entraîne à fond, je serais meilleur que toi. Ouais, mais en fait, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, peut-être, c'est vrai, peut-être que si tu t'entraînes à fond, tu seras meilleur que moi. Peut-être que si demain, ce mec-là fait des vidéos et dit, ouais, moi, je suis beaucoup plus créatif que toi, je fais des vidéos, peut-être que moi, je peux avoir 1 million de vues facilement. Ouais, mais en fait, frérot, c'est ça la difficulté du truc. C'est moi, aujourd'hui, ce qui fait ma différence par rapport à d'autres, et même, enfin, je dis moi, mais c'est tous les athlètes qui s'entraînent à fond et tous les sportifs et tout, c'est que nous, on a cette capacité à le faire et à le faire pendant longtemps. Parce que se taper une déter pendant 6 mois, prendre un programme de muscu et le suivre, ok, mais le tenir pendant 5 ans, moi, je connais des gens qui font de la muscu depuis 15 ans, ces mecs-là, c'est ça la vraie prouesse, c'est d'être bon sur la durée. Et en fait, on a normalisé le fait de dire moi je peux le faire tranquillement et tout. Non, en fait, tu peux pas le faire. C'est comment ça s'appelle ? C'est le syndrome de Dunning-Kruger, là où tu fais 2 mois et t'es en mode c'est bon, je suis expert, j'ai fini le jeu. Alors que, en fait, c'est au bout de 10 ans, quoi. C'est exactement ça. Ou l'ultra-crépidarianisme, c'est le même chose. C'est pour dire qu'en gros, les gens aiment trop de parler des choses qu'ils ne savent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Et en fait, la vraie difficulté, que ce soit dans le montage, dans la création de contenu, dans le sport, c'est la différence entre ceux qui sont très très bons et ceux qui sont moyens, c'est pas juste parce qu'en fait les gens le font tout le temps, au quotidien, pendant très longtemps. Tu vois, c'est de faire souvent, enfin mon coach il me disait souvent une phrase, ça a un peu changé ma vie, un peu cette phrase-là. Il m'a dit plein de phrases, mon coach, t'auras bien compris. Mais il m'a dit, les gens extraordinaires, c'est des gens qui sont capables de faire des choses ordinaires sur des durées extraordinaires. Et en fait, c'est vraiment ce truc-là qui a vraiment un peu changé ma vie. Il n'y a pas de hack qui va te faire changer ta vie du jour au lendemain. Ça n'existe pas. Donc, par exemple, pour m'entraîner, tu vois, par exemple, aller à la muscu. Moi, par exemple, là, j'étais à la muscu ce matin. C'est une séance de muscu, c'est une chose ordinaire. Bon, pour certains, c'est extraordinaire. Mais pour moi, en tout cas, c'est ordinaire. Mais faire cette séance de muscu
chaque semaine pendant 4 ans, comme je fais actuellement depuis que j'ai commencé l'athlète, 3 ans, et ben ça, c'est extraordinaire. Et ça, je connais très peu de personnes capables de le faire. Et aujourd'hui, tu vois, manger bien, tu vois, tu manges une bonne assiette, tu vois, le midi. Tu as une bonne assiette avec tes légumes, ta prot, tes féculents. Ça, c'est une assiette qui est ordinaire en soi, qui ne demande pas grand-chose. Tu peux la trouver à la cantine, au Crous, tu la trouves. Mais par contre, la manger tous les midis pendant 5 ans, ça, c'est extraordinaire. Et en fait, ça, c'est le truc qui a changé ma vie et qui me drive surtout, en fait. Surtout. Mais en fait, c'est une phrase que j'avais déjà, sauf qu'il me l'avait... Tu sais, souvent, tu as des trucs que tu t'appliques déjà, mais une fois qu'on te dit la phrase, qu'on met les mots sur ce que tu pensais. Et en fait, ce truc-là, je l'ai depuis que je suis petit, en fait. Ce truc de faire des choses simples, mais pendant une durée... tu vois, et c'est vraiment ça, le secret. Tu vas dire, je le fais depuis petit d'être extraordinaire. Non, je pense pas. Non, je pense pas. J'étais très ordinaire. Non, mais oui, mais t'as complètement raison. Enfin, et ça, c'est valable sur le taf, c'est valable durabilité. sur les montages, c'est valable sur la création de contenu, surtout, en fait. Surtout. Complètement. On revient justement sur la partie création de contenu, sur le solo créa créatine. Mais là, pour le coup, vraiment le solo créa dans le sens où je t'ai pas vu faire beaucoup de feats sur tes réseaux. Du coup, je voudrais revenir sur cette partie-là. Toi... Bon, tu nous as expliqué comment tu fonctionnais du coup, mais c'est quoi ta relation avec les autres créateurs de contenu? Alors, peut-être dans le sport, tu as un peu touché ce sujet-là précédemment, mais c'est quoi ta relation aux autres créateurs de contenu, que ce soit dans le sport ou pas d'ailleurs? Ouais, bonne question. Alors, j'ai fait très peu de feats. J'en ai fait récemment. J'en ai fait un avec Val en Action. Je sais pas si tu vois qui c'est. On a fait un feat où on parlait de sport, justement. En fait, moi, j'aimerais bien faire des feats. Honnêtement, d'ailleurs, s'il y a des créateurs de contenu qui regardent, qui m'écoutent ou qui me regardent, je suis très chaud de faire des ponts. Moi, j'aime bien mélanger les univers. Je trouve que c'est ça la créativité, créa. C'est de ramener l'univers, l'univers du sprint, par exemple, dans un univers rien à voir. Je sais pas. Là, je suis en discussion avec un mec qui s'appelle Gartine, je crois. Je sais pas si d'ici là, on aura fait une vidéo, mais en ce moment, on est en train de discuter. Lui, il fait des vidéos sur les échecs. Et moi, sur le sprint. Et on est en train d'essayer de faire un concept autour du sprint et des échecs. Ou en mode, il est en train de courir et il joue aux échecs en même temps. Enfin, il y a un truc comme ça. Comme le chessboxing un peu, mais... Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, tu vois. Sprint, chess sprint, voilà, un truc comme ça. On est en train de discuter de ça, tu vois. Je sais pas si ça va aboutir, mais moi, j'aime beaucoup mélanger l'univers. En fait, moi, j'aime pas les feats pour les feats, tu vois. J'aime bien les feats où on va créer un truc que t'as pas fait encore et que moi, j'ai pas fait encore et on va parler de ça, tu vois. Déjà, d'un point de vue, je pense, purement business, ça mélange les deux communautés et chaque communauté se retrouve dans la création de l'autre. Parce que moi, si je vais faire une vidéo avec quelqu'un qui fait pas du tout le même concept que moi, ma communauté, elle va pas regarder parce qu'elle a pas elle va pas... Déjà, moi, je vais pas peut-être prendre de plaisir, donc elle va se rendre compte. Et puis surtout, c'est pas ce qu'elle a l'habitude de regarder. Et pareil pour sa communauté, s'il va faire du sprint, quoique je pense que ça serait marrant dans l'autre sens. Je pense dans l'autre sens, c'est marrant. Je suis un peu bizarre ce que je veux dire. Bref. Mais ouais. Et moi, j'aimerais bien, par exemple, faire un concept. Alors, ça, encore une fois, c'est un secret que je te dévoile sur Solo Créa, parce que si je le dis pas ici, je le dirai jamais. C'est de lancer un format YouTube, du coup, horizontal, où je fais tester le 100 mètres à des personnalités, soit des gros créateurs de contenu, soit des youtubeurs ou des athlètes de d'autres sports ou des personnalités politiques, enfin n'importe quoi, tu vois. Banger de fou. Ouais, genre un 100 mètres avec, je sais pas, Inoxtag, tu vois. 100 mètres. Et je pense que les gens, ça les intéresserait trop de monde de voir ce que donne Inoxtag sur un 100 mètres. D'ailleurs, Inoxtag, si tu t'écoutes, c'est la vidéo, je sais pas. Pour... Aussi l'équipe d'Inoxtag oui, ou de n'importe quel créateur de contenu. Si vous voulez tester le 100 mètres, c'est vers moi qu'il faut aller. Univers en description. Univers en description. Mais déjà, bon, même si c'est pas filmé, moi, il y a plein de gens de mon entourage qui je fais tester le 100 mètres parce que c'est trop bien de savoir tester le 100 mètres, combien tu vaux sur 100 mètres. Je trouve que c'est vraiment trop stylé, tu vois. C'est comme les gens qui se lancent sur des semi-marathons, des marathons. Je trouve que c'est moins compliqué de faire un 100 mètres qu'un marathon. Tu vois. C'est un défi perso intéressant. C'est un défi perso intéressant. Ouais, c'est comme tu te pèses, je trouve, c'est stylé. Et donc, tu vois que tu fais 13 secondes et tu fais bon, bah voilà. Ce qui est déjà bien en vrai, 13 secondes. 13 secondes, c'est déjà rapide. C'est déjà rapide, 13 secondes. Je sais plus c'était quoi ta question, mais sur la partie fit, ouais, j'aimerais bien en faire plus. Après, par contre, ma vision par rapport aux autres créateurs de contenu, alors ça, c'est un peu compliqué. En fait, faut savoir qu'au début, je fréquentais beaucoup de créateurs de contenu parce que par hasard, en fait, j'ai rencontré un mec qui m'a mis tout de suite dans un cercle avec des soirées de créateurs de contenu, etc. Et en fait, à l'époque, j'avais pas beaucoup d'abonnés, genre peut-être 5000, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, il y avait ce truc, quand je discutais avec quelqu'un et que je donnais mon nombre d'abonnés, ou alors qu'il regardait mes nombres d'abonnés, je sentais tout de suite que je l'intéressais un peu moins. Il me le disait pas directement, mais je le sens tout de suite, tu vois. Il y a ce truc souvent quand tu discutes avec des influenceurs, voilà, enfin, c'est un peu un non-dit, mais quand tu discutes avec un influenceur qui a 300K et qui parle avec toi, ils sont pas tous comme ça, hein, mais souvent il y a ce truc où l'intérêt que je vais te donner dépend de ton nombre d'abonnés. Je trouve ça hyper triste,
mais j'ai appris à l'accepter parce qu'en vrai, dans l'athlé, il y a malheureusement ça aussi un petit peu. Genre, quelqu'un, quand tu discutes avec quelqu'un, si tu lui dis que tu es rapide ou pas, si tu lui dis 10,54 ou 12,54, mais il va prendre aussi ton propos différemment. Donc, j'ai accepté que ça faisait partie de l'humain et que c'était pas propre au milieu des réseaux sociaux, tu vois. Mais je pense qu'on a ça dans tous les secteurs, sauf que la métrique sur les réseaux sociaux, c'est le nombre d'abonnés et dans le 100 mètres, c'est les secondes, tu vois. Mais ouais, je me sens pas vraiment créateur aussi, tu vois. Là, aujourd'hui, je suis dans Solo Créa, donc peut-être que ça me légitimise en tant que créateur de contenu. Ah, t'es passé, c'est bon, t'es créateur. Ça, là, voilà. c'est bon. Ok. Tu vois, c'est un badge. peu comme tu vois, genre un poète ou un écrivain. À quel moment tu dis t'es poète? À Ouais, quel moment c'est tu dis chelou, t'es écrivain? Parce que en soi, oui, je crée du contenu, mais un écrivain, à partir de quel moment il peut dire qu'il est écrivain? À partir du moment où il en vit. Aujourd'hui, j'en vis pas, donc est-ce que je suis vraiment créateur? Tu vois. Donc, je sais pas. Donc, Je comprends. donc il y a ce truc-là, un peu je sais même pas si c'est le syndrome d'imposteur, c'est juste qu'en fait, je me dis, j'en vis pas, donc j'ai pas d'intérêt. Ça, c'est un peu aussi, il y a aussi ça avec l'athlète, tu vois. Aujourd'hui, maintenant, j'assume le fait que je suis un athlète. Avant, j'avais pas écrit athlète dans ma bio parce que je vis pas de l'athlétisme. Donc, est-ce qu'on peut dire que je suis un athlète? Aujourd'hui, la différence entre un athlète pro et un athlète semi-pro, c'est pas le train de vie, parce qu'on a le même train de vie. C'est simplement le fait qu'il puisse en vivre, en fait, tu vois. Et c'est aussi un concours de circonstances. Il faut aussi rencontrer les bonnes personnes au bon moment, etc. Bien Parce sûr. qu'en vrai, à ton niveau, c'est possible, je pense, d'avoir des sponsors, mais ça se fait aussi. Ouais, faut Enfin, moi, je veux dire, faut démarcher, ouais, faut voilà. prospecter, faut savoir se vendre. Faut C'est une ouais. vraie compétence. Et parfois, il y a des gens qui... Moi, j'ai pas d'agent, par exemple, aujourd'hui. Peut-être que j'en aurai un plus tard qui pourra s'occuper de ça pour moi. Mais moi, c'est pas un truc prospecter et même approcher, etc. C'est pas un truc qui me plaît, en tout cas. J'aime bien me vendre, j'aime bien discuter, mais tu vois, envoyer 10 mails, tu vois, je saurais pas faire, tu vois. Je saurais pas faire. En tout cas, par rapport au fait, enfin la question de est-ce que tu es créateur ou non, si tu veux mon avis, si ça t'intéresse. Je veux bien ton moi, avis. Tu rentres complètement dans la case d'un créateur. Donc certes, pardon, part-time, enfin à mi-temps dans le sens où t'en vis pas, comme tu dis, mais pour moi, en tout cas, je le jauge au niveau d'implication et d'effort que tu mets dans la création de contenu, pas forcément d'effort, mais de valeur aussi que tu partages, enfin, entre le processus, on va dire, de création et le résultat final que tu apportes. Et pour moi, t'es entièrement dedans, et je pense que n'importe quel créateur, n'importe quelle créatrice sera d'accord, tu vois. Après, validé par la street, c'est ça qu'on dit. Ouais, bah après, moi, je suis personne, mais ce que je veux dire, c'est que pour t'es moi... le PDG de Creative Group. C'est vrai. Donc, le mec se prend pour qui? Je suis validé par le créateur Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, entre mais c'est cool, merci, quelqu'un qui gagne, je sais pas, 10 000 euros par mois avec un compte TikTok de vidéos de chat, riposte, versus toi, tu vois, bah, t'es beaucoup plus un créateur... dans le sens où bah, tu crées du contenu original qui apporte de la valeur aux gens. Ça fait 2 heures qu'on en parle, tu vois. Donc voilà, bref. mais c'est trop cool. En tout cas, je peux malheureusement relate à ce que tu as dit sur l'impact, tu vois, de dévoiler son nombre d'abonnés dans une discussion en direct avec quelqu'un de plus connu. Mais je sais pas ce que t'en penses, j'ai l'impression que ça s'applique plus avec les créateurs qui sont beaucoup plus gros que toi, mais en phase d'ascension. Donc l'exemple de quelqu'un à 300K, alors c'est pas le cas de tous, hein, ou de toutes, disclaimer, mais quelqu'un à 300, 500 000, ou en tout cas entre 100 000 et 1 million, on va dire, j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus le cas que quelqu'un qui a fini le jeu. Moi j'ai parlé à des très gros créateurs ou des grosses créatrices, tu vois, à plusieurs millions, et j'ai l'impression que passer un certain stade, tu vois, quand les gens sont plus en phase d'ascension extrême, tu vois, en fait, ils sont plus accessibles, presque. Ouais, tu vois ce que je veux dire ? maintenant que tu me le dis, avec le recul, j'analyse du coup les discussions que j'ai eues. J'ai scanné toutes les discussions que j'avais eues. Et effectivement, les personnes avec qui le courant est le moins passé parce que... Alors peut-être ils m'aimaient pas, peut-être aussi pour autre raison, tu vois, mais pour moi, j'ai vraiment senti qu'il y a eu un avant-après ce truc-là. Effectivement, c'était des personnes qui étaient en ascension et qui peut-être, pour eux, je pense, le nombre d'abonnés à l'heure actuelle, c'était leur métrique principale. Et du coup, pour eux, ça avait énormément d'importance. Et je pense que peut-être qu'un mec qui a fini le jeu, entre guillemets, comme tu dis, j'aime bien ce truc-là, pour lui, le nombre d'abonnés, ça a plus trop de valeur et qui valorise plus le côté créatif. Tu vois, il regarde si tu es vraiment créatif, il regarde ce que tu fais, si le contenu a vraiment du sens, si y a une vraie valeur ajoutée, si tu as une vraie DA et tout. Et je pense que c'est plus ça, les métriques qui sont intéressantes pour lui. Quand tu as genre 1,5 million, c'est plus le nombre d'abonnés presque, c'est plus les nouvelles idées, les nouvelles approches, qui t'intéresse. Et c'est vrai que maintenant que tu me le dis, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ce que je me dis en tout cas, une fois que tu as conquis ton marché entre guillemets des abonnés et que tu as atteint pas ton plafond parce que tu peux toujours grossir, mais je veux dire voilà, tu vas peut-être chercher d'autres choses chez les gens. Là où quand tu es en phase de croissance absolue, que tu es en mode ok, je dois prioriser mon temps, les personnes à qui je parle, etc. Ouais, tu priorises peut-être plus. Tout ça ne sont que des suppositions. Non mais c'est une bonne, c'est bonne un débat, analyse. mais j'ai l'impression moi c'est une bonne analyse en tout cas. Je serais curieux d'avoir l'avis d'autres gens en commentaire ou en DM si vous pouvez réagir. Ouais. On serait curieux d'avoir vos avis. Parce que du coup, il y a des créateurs qui écoutent le Solo Créa, j'imagine.
Bah, beaucoup de créateurs. Enfin, moi, les retours Des que j'ai, c'est créatrices. surtout des créateurs, des Ok. créatrices, ouais. Bah, bonjour les créateurs, bonjour les créatrices. Bonjour les créateurs, bonjour les créatrices. Chaud d'avoir votre avis ou vos propres expériences Ouais, de voilà, ouf, en de ouf, commentaire, de ouf. c'est intéressant en vrai. Ah bah, c'était méga intéressant, enfin je te le dis, voilà, voilà, dites-nous en commentaire aussi du coup si cet épisode, on va dire, un peu différent des autres par rapport aux créateurs que j'ai reçus, parce que toi, j'essaye de recevoir des créateurs ou des créatrices qui ont toujours une singularité, tu vois. Ouais. Donc toi, t'en as plusieurs même. Enfin bref, je veux dire, c'est pas pour le nombre d'abonnés ou le nombre de vues, on en parlait juste avant que j'invite les gens ici, c'est vraiment pour leur singularité encore une fois, et donc je pense que tu avais beaucoup de choses à apporter. Je trouve que tu as un parcours très inspirant et j'espère que vous aurez trouvé que c'est le cas aussi en écoutant ou en regardant. Il y a un truc aussi, par exemple, sur les athlètes auquel tu viens de me faire penser, c'est que je pense que les athlètes peuvent devenir, en tout cas l'étoffe de devenir les influenceurs de demain. Parce qu'en tout cas, là, ce que je sens, c'est qu'il y a beaucoup d'un créateurs ou d'influenceurs qui deviennent athlètes, tu vois, qui se mettent au semi-marathon à fond, marathon à tout à fond, plutôt le running, tu vois, ou qui commencent un sport. Et je trouve qu'on aurait aussi intérêt à ce que les influenceurs, enfin les athlètes d'aujourd'hui, s'investissent de plus en plus dans la création de contenu. Et en fait, il y en a beaucoup qui n'osent pas le faire. Et d'ailleurs, c'est les athlètes qui m'écoutent. Allez-y, parce qu'en fait, ils n'osent pas parce qu'ils ont peur de tomber dans la caricature de l'athlète influenceur, ou que pire, ça leur empêche de performer dans leur sport, tu vois. Il y avait ce truc-là où ils disent... souvent, moi, j'ai été catégorisé comme athlète influenceur, tu vois. Dans le monde de l'athlétisme, les gens disent « Ah, c'est l'athlète qui fait des vidéos et tout ». En fait, moi, les gars, moi, je suis athlète. Hein. Je suis pas influenceur, entre guillemets, dans le sens où si tu cours contre moi, mon objectif, ça va être de te taper. Je vais te courir et il y aura pas de vidéo, il y aura pas de abonnez-vous, il y aura pas de... Tu cours contre moi, c'est bonne chance, tu vois ce que je veux dire? Et les gens n'arrivent pas à comprendre qu'on peut à la fois être créateur de contenu, mais aussi athlète et performant. Et souvent, les gens, ils pensent qu'il faut choisir entre l'un et l'autre. Ouais, t'étais plus créateur ou athlète? Non, je suis athlète, je crée du contenu, je crée beaucoup de contenu, c'est cool. Mais mon rôle à moi, c'est d'être athlète. Et avec mon coach, on parle pas de création de contenu. On parle de comment je vais rentrer dans le top 20 français dans les prochaines années, tu vois. C'est vraiment ça l'objet. Et souvent, les athlètes pensent que s'investir sur la création de contenu, c'est vivre pour les caméras, c'est se détacher de l'athlétisme, ou alors c'est une reconversion presque, tu vois. Ou une distraction. Ou une distraction, voilà. Non, aujourd'hui, vous pouvez vivre de votre... Enfin, c'est trop bien. Enfin, tu peux parler de ton sport, donc c'est cool parce que tu aimes ton sport, et en plus, ça peut te permettre d'avoir des opportunités business ou de vivre de ton sport, tu vois. Ou même si c'est une paire de baskets, mais c'est une paire de baskets en moins que tu auras acheté, quoi. Donc c'est un peu ça le message que je voulais faire passer aux athlètes qui nous écoutent. J'espère qu'il y en aura d'ailleurs. Carrément, à condition de réussir à tout gérer parfaitement en parallèle. Et pour ça, vous pouvez acheter le programme de Younes qui sera en description. Merci pour... Il sortira un jour peut-être, on espère en tout cas. Merci beaucoup. Écoute Younes, merci beaucoup encore une fois, j'espère que l'exercice t'a plu. J'ai quelques dernières petites questions que je pose généralement à tous mes invités à te poser. Mais avant ça, j'en ai une encore juste sur le sport que je trouve intéressante. Par rapport à ton âge, donc tu nous as dit au début que tu avais 27 ans. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est trop vieux? Enfin, je veux dire, voilà, s'il y a des gens de plus enfin, trop vieux, c'est pas vieux, clairement, mais je veux dire, pour les gens de 25 ans ou plus qui nous écoutent, est-ce que tu penses que c'est encore possible de performer dans le sport, sachant que toi, tu as 27 ans, voilà, si on a bien écouté, on se rappelle que tu as commencé il y a 3 ans, donc à 24, moi, je sais que ça m'avait choqué la première fois qu'on s'était rencontrés, parce que je me disais, ouais, pour moi, 24, c'était trop tard, tu vois. C'est une excellente question auquel j'adore répondre. J'adore vraiment répondre à cette question parce qu'elle est remplie de préjugés et j'adore combattre les préjugés. C'est ma passion au quotidien. Non, déjà, pour te dire un peu une stat, l'âge moyen des athlètes aux Jeux Olympiques, c'est entre 26 et 27 ans. 26,4, je crois, pour les hommes et un peu moins pour les femmes. Aujourd'hui, si la plupart des athlètes arrêtent le sport à haut niveau, c'est pas pour des raisons de performance, souvent. Ça peut, mais c'est pas que pour ça. C'est surtout pour des raisons de choix de vie, de choix de carrière, parce que des sponsors aussi qui croient moins en toi. Donc en fait, ce cercle vicieux où tu as besoin de plus d'efforts pour être autant performant, que les sponsors croient moins en toi. Par exemple, je dis n'importe quoi, tu as 32 ans, tu signes avec Adidas, Adidas, ils vont pas te signer pour 5 ans. Tu as 19 ans, tu signes avec Adidas, Adidas, ils vont te signer sur 5 ans. Et mentalement, quand tu as 30 ans, de signer pour 1 an, c'est une précarité auquel tu veux t'extirper aussi. Tu as aussi envie de construire une famille, construire des projets autres, etc. Donc souvent, les gens arrêtent pour des mauvaises raisons, en tout cas pas pour les raisons de performance. Okay, l'âge moyen, donc j'ai dit, c'est 26 ans à peu près au JO. Aujourd'hui, sur une discipline aussi intense que le 100 mètres, je peux te citer l'exemple de Shelly-Ann Fraser-Pryce, qui a à peu près, je crois, 38 ans aujourd'hui, je ne vais pas dire de bêtises, et qui est au plus haut niveau mondial, et qui a eu d'ailleurs par ailleurs, mesdames, 2 enfants. Je ne dis pas que tu peux performer si tu fais une grossesse, mais en tout cas, elle a réussi à le faire, donc c'est possible. C'est pas possible pour tous parce qu'on vit pas tous les mêmes grossesses, mais bref, peu importe. Impressionnant par contre. Ouais. Mais en tout cas, elle a réussi à le faire et le plus haut niveau mondial, finit les Olympiques sur 100 mètres l'année dernière, etc. Enfin, vraiment très, 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 très calé. Et même, je peux te sortir aussi Kim Collins,
qui a battu son record à 22 ans et qu'il a rebattu à 40 ans. 9,93. Il avait battu à 22 ans, il a rebattu à 40 ans. 40 ans, il a battu son record. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de préjugés autour de ça, qu'il faut qu'on arrive à les combattre. Et encore une fois, moi, je pense qu'à n'importe quel âge, on peut être plus rapide. Je dis pas qu'on peut tous être finalistes olympiques, mais à n'importe quel âge, on peut être plus rapide. Ça, c'est sûr. Toi, t'as pas peur de vieillir, du coup? Ah ben non, déjà physiquement, je fais très jeune. Au cinéma, je peux dire que j'ai 18 ans, ça passe crème, vraiment déjà, premièrement. Mais non, mais après, tu vois, c'est tout ce côté-là. Et je vous invite à réécouter la première partie du podcast sur le volet santé. Le fait que quelqu'un soit en bonne santé à 35, c'est les efforts qu'il a mis à 20 ans, en fait. Tu vois, souvent, les athlètes disent, à 18 ans, tu n'as aucune hygiène de vie, certes, tu vas performer, mais performer de manière durable, c'est dans tes années de 20 à 30 ans que ça va se jouer. Même si, à 30 ans, tu peux commencer le sprint et avoir un très, très, très beau niveau, bien sûr. En commençant à 30 ans? En commençant à 30 ans, si tu suis mes conseils. Et pour ça, il faut s'abonner à ma page Insta parce que du coup, je donne plein de conseils sur comment optimiser son échauffement, sa récupération. Voilà, bon. C'est vrai, je le confirme. Non, mais c'est... encore une fois, tu es la preuve vivante qu'en commençant à 24-25, tu peux... Après, je sais pas où je vais aller. Bien sûr. Je sais pas où je vais aller, mais en tout cas, oui, j'aimerais bien... Tu voudrais aller où? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, pour le Younes de dans 5 ans, 10 ans? S'épanouir dans ce qu'il fait au quotidien. Vraiment, c'est, comme je t'ai dit, mon leitmotiv, c'est de prendre du plaisir. Si j'arrive à prendre du plaisir dans mon activité rémunératrice et dans mon sport à horizon de 10 ans, ou même, je sais pas, ma relation amoureuse, relation professionnelle, familiale, tout ça, je pense m'épanouir et la santé, parce qu'en vrai, c'est ça le plus important. Et le reste, comme dit souvent, il y a William Agassi, il m'a dit ça une fois, c'est un sprinter français, il m'a dit souhaitez-moi la santé et le reste, je m'en occupe. Un truc comme ça. C'est sûr que ça reste le plus important. Ouais. Est-ce que je peux te souhaiter quand même de faire ton top 24? Ah, ça, ouais, vous pouvez me le souhaiter à court terme. Ouais. À court terme. À court terme, ouais. Ça, ouais, c'est vrai que je te demandais à 5 ans, 10 ans, effectivement, c'est la santé. Mais cette année, en tout cas, on peut te souhaiter de faire ton top 24. Tu continueras les réseaux. Enfin, tu sais ce que tu fais après avoir atteint cet objectif? Moi, j'ai aucun doute sur le fait que tu vas y arriver. Aucun doute? Ok. La question, c'est. Enfin, en tout cas, la question pour moi, c'est plus quand. Ouais. J'ai vu que t'es bien sur ce truc-là. J'aime bien ce truc-là de je vais y arriver, mais avec du retard. Mais j'aime bien. C'est ça. En fait, je veux dire, pour moi, la vraie difficulté, c'est d'arriver à faire ce qu'on veut dans le temps imparti, tu vois. Après, si t'as vraiment envie, pour moi, t'arrives toujours à faire ce que tu veux. C'est juste que bon, si tu mets 10 ans au lieu de 1, c'est chiant. Mais je sais pas si ça marche pour finaliste olympique du 100 mètres. Je sais pas si ça marche. Ouais. c'est vrai. À ce niveau-là, mais en tout cas. Je sais pas si ça marche. Mais ouais, non. Cette année, ça va être ça. Forcément, après, ça va être se fixer un autre objectif. Au pire, tu le feras à 40 ans. J'ai un autre objectif, mais il est un peu secret pour le moment. Et j'attends de rentrer dans le top 24 pour pouvoir l'afficher publiquement. Ok, donc du coup, ça répond à ma question. Ça répond à ta question. Oui, j'ai un autre objectif qui va arriver après ça. Mais d'abord le top 24. Mais d'abord le top 24. Ok. Tout à fait. Très clair. Écoute, on arrive sur les dernières questions classiques que je pose à tous mes invités. Quel conseil tu donnerais au Younes d'il y a genre 10 ans qui faisait du judo, du coup, j'imagine? Soit quelque chose à changer, soit à continuer ou à faire encore mieux Franchement, l'échec fait partie du process. Voilà, c'est une farce qui est bateau, mais les blessures et donc la projection de la blessure, c'est parce que moi blessure et échec, c'est normal. C'est normal et au contraire, j'espère que tu vas te blesser. Oh le bâtard. J'espère que tu vas te blesser et j'espère que tu vas échouer. C'est la meilleure chose qu'on peut souhaiter à quelqu'un, je trouve. Bon, la blessure, faut y aller doucement avec la blessure, mais je te souhaite d'échouer, vraiment. Et je pense que je ne dirai pas plus, en vrai. C'est original comme réponse. Personne m'a dit, m'a dit ça. Et passe moins de temps sur Dofus au collège. Ah, voilà, ok. Au collège, je jouais beaucoup à Dofus. Je pense que c'est bien les jeux vidéo, mais faut pas abuser non plus. LOL, ça arrivait plus tard, quoi. LOL, ça arrivait plus tard. LOL. Ouais. Voilà, un conseil activable si jamais. Voilà. Dernière question, Younes. Quel invité verrais-tu à ta place? J'espère encore une fois que tu as kiffé l'exercice maintenant que tu l'as réalisé avec brio. Ouais. Quelle personne verrais-tu sur ce siège? Franchement, j'ai envie de défendre ma paroisse et j'ai envie de t'envoyer un autre sportif, je pense. Pourquoi pas? Je pense et encore une fois, après, je pense que je vais t'envoyer un sportif. Tu veux le nom d'un sportif? Ouais, tu peux me balancer un ou plusieurs noms de personnes même qui, toi, personnellement, ça peut être des gens que tu connais ou que tu connais même pas. Tu verrais qui, en fait, à ta place? Tu vois, par exemple, il y a un petit créateur de contenu que j'aime bien, qui est sportif, il fait du marathon, qui s'appelle Mustapha Salmi. Je l'ai jamais rencontré encore, on n'a jamais échangé, mais je sais qu'il suit mes vidéos. Tu vois, on se sait. Moi, je sais que je le suis, je sais qu'il me connaît. Quand on va se rencontrer, on va savoir. Donc, j'aimerais bien que tu l'invites pour qu'il puisse te parler. Lui, un peu plus élevé, un peu high level, et il en vit assez bien, il en vit à plein temps. Donc, je pense que ce serait intéressant. Sprinter aussi? Non, pas du tout. Il fait plutôt du fond, demi-fond, marathon, semi-marathon, tout ça. Il a plus de 120K, je crois, sur Insta. Et je trouve que c'est stylé d'avoir amassé une communauté là-dessus. Je pense que ce serait bien que tu contactes aussi Vincent Kerma,
qui gère un média qui s'appelle Tempo Run Club sur Insta. Il y a quelque chose son nom. Ouais. Et lui, il est vraiment dans l'esprit solo créa. Je pense que tu as compris un peu le délire. Il prend la créatine. Donc. Ouais, il prend de la créatine. non, pas du tout. Je pense pas qu'il prenne de créatine. Non, mais je pense qu'il pourrait coller à la DA solo créa parce qu'il est vraiment dans ce côté création de contenu, business, machin. Je pense que ce serait intéressant, tu l'invites. Et peut-être Coralie Gassama. Allez, je te donne 3 noms et en plus une femme. Coralie Gassama qui est à la fois athlète et entrepreneuse, qui a créé sa propre marque elle t'en parlera mieux que moi du coup et qui je pense serait un beau profil un peu sur la création. Elle fait un peu de création de contenu mais pas trop, mais je pense que du coup elle pourrait beaucoup partager un peu le côté entrepreneuriat, sport, tout ça. Ça pourrait être intéressant, je pense. Trop bien, trop intéressant. Bah, merci beaucoup, j'ai regardé ces 3 personnes-là. Encore une fois, voilà, j'ai dit plusieurs fois, mais pour rappel, tous les liens sont en description. Voilà, Younes, Sprint Nation, enfin Univers, pardon. Univers avec 2 tirés du bas. Univers avec 2 tirés du bas. Bon, vous avez le lien de toute façon, Sprint Nation et Climato Sportif, s'il y a des intéressés aussi pour cette cause-là. On te souhaite du coup le top 24 pour cette année. Moi, je vais continuer à suivre. C'est franchement tes petits posts, comme on l'a dit plein de fois aussi, voilà, tu postes super souvent. C'est c'est un petit bonbon. Tu sais que ça me fait trop plaisir, premier degré, ce que tu me dis là. Bah, c'est trop cool en fait d'avoir un fil rouge comme ça, mais sur le compte entier. Je sais pas comment dire. C'est un concept qui est pas nouveau. J'imagine que ça a été fait, mais en tout cas, je trouve que c'est rare aujourd'hui d'avoir des comptes entiers dédiés à une quête comme ça, où au moins tu sais que à chaque fois que tu vois un post, c'est une update sur cet objectif-là. C'est trop stylé. Donc continue comme ça. Merci encore d'être venu, d'avoir fait le déplacement et tout. J'espère que t'as aimé. Pour moi, c'était une régalade. Trop cool. On espère que ça vous aura plu aussi. Mettez des commentaires. On s'est adressé à vous plein de fois, voilà, que vous soyez créateur, créatrice ou juste que vous soyez sportif ou intéressé par tout ce qu'on a raconté. On lira tout, voilà. Merci beaucoup et à très bientôt dans un prochain épisode de Solo Créa. Merci beaucoup. Merci Younes. Petit rappel, juste pour t'indiquer que si tu cherches à embaucher des freelances facilement ou si tu es toi-même freelance et que tu cherches à mettre en avant ton profil auprès des créateurs de contenu, notre plateforme 100% gratuite WebTalent est disponible en description. Merci beaucoup et à très vite sur Solo Créa.